L'homme qui voulait tout apprendre. Le film Matrix l'a tellement transformé qu'à son tour, voulait se mettre dans un siège, ajouter une disquette et apprendre une nouvelle compétence. Il s'appelle Super Echo, du nom de chaîne YouTube éponyme, et c'est vraiment quelqu'un d'inspirant et d'incroyable. Il a décidé de faire de sa vie un apprentissage permanent et de le retransmettre à tout le monde. Un super héros moderne comme on n'en voit pas tous les jours. Dans cette interview, vous allez découvrir pourquoi est-ce qu'il fait ça, comment est-ce qu'il fait pour apprendre plus vite, pour intégrer de nouvelles compétences et pour les transmettre. Et vous allez découvrir également les coulisses d'une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés, la croissance, les problématiques et l'état émotionnel dans lequel se développe tout ça. Merci beaucoup à Super Echo. Je vous laisse avec cette conversation super intéressante et laissez un maximum de likes. A tout de suite pour mon entrevue avec Super Echo. Hello les amis, on a la chance aujourd'hui d'être avec Guillaume Super Echo. Salut Guillaume. Salut. Alors, l'homme qui voulait tout apprendre, youtubeur avec plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne, vidéo producteur. Voici les différentes casquettes en tout cas que j'ai pu trouver de Guillaume, et puis on va certainement en découvrir plein d'autres. Guillaume, quand tu te présentes en société, tu dis quoi quand on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis que je suis plombier en général. Ça permet de bien expliquer ce que je fais. Ou sinon, si on comprend pas, je dis simplement que je suis youtubeur. Au début, quand t'as pas trop d'abonnés, tu hésites un petit peu. Hein. Tu te dis, est-ce que je suis youtubeur ou pas? Alors, tu te dis, je suis vidéaste. Hein. C'est un peu le mot passe-partout qu'on comprend pas forcément. Donc, au début, je disais, je suis vidéaste. Et là, depuis peu, maintenant, comme pour moi, j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire, je dis que je suis youtubeur. Je l'affirme plus et je suis content de le dire. C'est vrai que c'est forcément lié. Hein. Quand ça marche, tu as plus envie de le dire que quand ça marche pas. C'était enfin, il y a cette fierté du coup derrière le fait d'être youtubeur. C'était un objectif pour toi d'être youtubeur. Qu'est-ce que tu caractérises par youtubeur du coup? Non, c'était pas un objectif d'être youtubeur. Par contre, c'était un objectif de réussir à faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie. C'était apprendre, découvrir des choses tout le temps. Ça devienne mon mode de vie. Donc, c'est plutôt ça la fierté. En soi, moi, j'ai jamais idéalisé le métier de youtubeur parce que alors à l'époque, c'était encore Norman qui commençait. Quand je regardais YouTube, c'était Norman, Cyprien, tout ça. J'étais pas du tout dans une idéalisation de ça, sachant que pour moi, c'était pas non plus un métier. Hein. C'était simplement des gens qui faisaient des vidéos drôles sur Internet. Donc, j'ai jamais eu ce truc-là de me dire, ah, j'aimerais être youtubeur. Mais voilà, maintenant, c'est le cas et je suis plutôt content parce que ça a pas mal permis d'assouvir plusieurs besoins que j'avais, besoin de créativité, besoin d'indépendance, besoin de, je sais pas, j'avais pas forcément non plus un besoin de me mettre en avant, mais je sais pas, j'ai quand même kiffé. Et voilà. Tu as pris plaisir à ça. Ouais, Et donc aujourd'hui, tu as démarré YouTube en 2016, c'est ça? ouais, c'est ça. Un peu plus de 110 000 abonnés aujourd'hui. 137 000 exactement, attention. 137 000, décidément, ça monte vite, ça grimpe vite. Ce que tu cherchais finalement à travers ça, c'était pouvoir vivre un peu de ta passion, pouvoir vivre un peu, en tout cas à ta façon, qui était un petit peu différent de la norme. Chercher le job, le salariat, c'était pas quelque chose qui te caractérisait. Est-ce que tu as eu d'autres expériences avant de te lancer dans YouTube comme ça et de vivre comme ça? D'autres expériences en général ou liées à YouTube? Peut-être lié à YouTube, peut-être lié au travail tout simplement, parce qu'aujourd'hui, tu as une relation au travail qui est un petit peu particulière. Du coup, raconte-nous un peu tout ça. Moi, j'ai été un peu touche à tout. Hein. C'est ce qu'on voit déjà sur ma chaîne, mais même avant, c'est-à-dire que j'ai fait le métier de coursier, j'ai fait de la manutention à Amazon, j'ai fait Decathlon, vendeur, j'ai fait des trucs comme community manager. J'ai vraiment un peu touché à tout. Moi, j'ai fait à la base des études de journalisme et de comédien. Donc, mes formations, c'était ça. Donc, j'ai travaillé dans une télé, alors une télé locale, hein, c'était pas TF1. J'ai travaillé un peu à la radio, j'ai travaillé au Figaro aussi quelques mois en tant que stagiaire. Donc j'ai touché à tout et j'ai mis en scène une pièce. Donc j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais essayer. Et au final, dans tout ça, j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur ou mon épanouissement que j'ai réussi à trouver dans YouTube. Mais le truc du salariat, effectivement, ça m'a jamais intéressé parce que je voyais mes parents qui avaient vécu ça. Alors eux, ça leur a permis de sortir de leur milieu qui était plutôt pauvre pour devenir des salariés, des hauts cadres, on va dire, les cadres supérieurs, donc très bien s'en sortir. Donc eux, ça a été une sorte pour eux d'épanouissement finalement par rapport de là où ils vivaient, enfin où ils étaient à la base.
Et pour moi, c'était l'inverse dans le sens où bah, moi, j'étais du coup forcément aisé de par mes parents mais en même temps, j'avais pas envie de reproduire le même schéma parce que j'avais du mal à associer l'épanouissement au salariat. Mhm. Sans dire que le salariat, c'est le mal, il y a des gens qui sont très heureux là-dedans, hein. Mais Bien moi, sûr. j'arrivais pas à m'épanouir parce que j'avais un peu de mal avec la hiérarchie, un peu de mal à obéir à des objectifs qui n'étaient pas les miens. Voilà, on me dit, il faut que cette semaine ou ce mois-ci, tu fasses tant de chiffres, il faut que tu écrives sur ça. Moi, si ça correspondait pas à ma vision, bah, j'arrivais pas trop à être efficace et être passionné dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça Mhm. que voilà, le salariat ne m'a jamais trop attiré. Et pourtant, je l'ai essayé quand même pour pas dire j'aime pas sans essayer, quoi. J'ai quand même eu pas mal d'expérience là-dedans. Qui se reconnaît là-dedans, là? Levez la main dans le public avec nous. Effectivement, quand tu fais école de journalisme et cours Florent, c'est déjà assez atypique. Tu as un plan derrière? Tu veux bosser en télé? Tu veux devenir comédien? Tu veux dans les médias? Est-ce que tu as une vision derrière tout ça? J'avais, je pense, l'envie un peu fantasmée de devenir comédien ou acteur, parce que l'idée aussi d'être acteur, c'est justement de pouvoir faire un peu tout. Enfin, c'est l'idée qu'on a du métier, mais c'est pas forcément la réalité. Mais tu vois, on se dit, si je fais James Bond, je vais apprendre à me battre, je vais apprendre à sauter d'un bateau, enfin tout ça, alors qu'il y a des Ok. cascadeurs, tu vois. Mais bon, moi, dans mon idée fantasmée du truc, c'était ça, c'était si je deviens acteur, bah, je pourrais faire des trucs que j'aurais jamais l'occasion de faire ailleurs. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais le faire avec YouTube et que c'était peut-être encore plus accessible et plus rapide que d'attendre d'être reconnu pour faire les rôles que tu veux, quoi. Donc au début, quand je voulais être Complètement. acteur, même si quand je garde quand même une certaine base du métier en moi que j'ai envie de développer, peut-être sur des projets futurs, tu vois, où peut-être que je pourrais faire de la fiction autour de mon univers. Donc c'est pas non plus un truc que je jette à la poubelle, mais c'était pas ma carrière. Et journaliste, il n'y avait pas forcément de plan, si ce n'est que bah, quand tu sais, es à la fin des études et que tu dois un peu choisir ton orientation, bah, moi je ne savais pas au début, donc j'avais fait une année de fac de droit qui a forcément pas marché, hein. Quand tu y vas juste par curiosité, ça marche pas. Et à la fin de ça, j'ai été dans un truc, tu sais, d'orientation. Tu regardes des bouquins, tu essaies de trouver qu'est-ce qui correspond plus à ta personnalité. Et du coup, il y avait la curiosité, tu vois, la créativité, des choses qu'on retrouvait dans le métier de journalisme. Donc, c'est Donc pour ça que, pourquoi pas, quoi. mais il n'y avait pas un plan, il n'y avait pas un plan derrière. Ok. Bon, et avant d'être cet homme grand, beau, musclé, célèbre, successful sur YouTube, raconte-nous un petit peu, donne-nous un peu les racines de tout ça. Le jeune Guillaume, c'était qui? Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, peut-être l'école primaire, le collège, tu étais quel type d'enfant? Est-ce que tu étais plutôt... euh, oula, j'en perds mes mots. Est-ce que tu étais plutôt expansif? Est-ce que tu étais plutôt introverti? Raconte-nous. Bah, le collège, j'étais plutôt extraverti, je dirais. Alors, sans Mhm. être, ouais, si, peut-être quand même extraverti. Voilà, en fait, moi, j'étais le clown de service, assez, Ok. voilà, un schéma qu'on retrouve souvent hein, dans les écoles, hein. Il y a toujours soit le clown de service, soit quelqu'un qui est complètement recroquevillé sur soi. Enfin, c'est un peu les archétypes, on va dire. Moi, j'étais Mhm. plutôt dans le clown de service, donc plutôt démonstrateur. Voilà, je pouvais crier en cours, me sauter contre une porte pour faire le pitre. Enfin, toi, j'étais dans ce truc-là un peu, quand même dû faire le show. Donc, ça, après, c'est lié je pense, à ma personnalité. Je suis lion, donc j'ai ce truc-là où j'aime bien finalement avoir l'attention sur moi, mais une attention positive, on va dire. Si c'est une attention négative, je suis quand même pas, j'aime pas trop. Faire Mhm. rire les autres, c'est quelque chose qui m'a toujours procuré beaucoup de plaisir. Donc voilà, au Ok. collège, j'étais plutôt cet enfant-là, plutôt voilà, joueur qui fait des blagues, etc. Par contre, au lycée, c'était l'inverse. Là, c'était plutôt introverti, un peu de harcèlement moral, ouais, c'est ça, de part des collègues voilà, au lycée, et pas forcément bien dans sa peau, qui sait pas du tout parler à une fille, impossible de parler à une fille, peur de Ok. marcher dans la rue, toi, de se faire agresser. Donc, c'était un peu l'opposé. Donc, j'étais plutôt, voilà, plutôt très lumineux au collège, et au lycée, c'était plutôt le dark, donc c'était l'adolescence, on va dire. Donc, tu joues aux jeux vidéo beaucoup, tu te renfermes beaucoup sur toi.
Et puis après, petit à petit, ça a réussi à se déconstruire de par du travail personnel. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé beaucoup la lecture de, tu vois, tu lis des livres pour savoir comment se faire respecter, parce que tu as l'impression que du coup, on ne te respecte pas dans une personne. Tu vas lire beaucoup de livres aussi sur la confiance en soi. Voilà, tout un processus qui prend du temps finalement. Tu cherches un peu des sports pour te développer physiquement, te renforcer. Et tout C'est ça, quoi le ça a été. switch? Quel a Est-ce été que le je switch entre ce moment où tu es un gamin lumineux et finalement ce moment où tu te recroquevilles plutôt sur toi et tu vas bah, plutôt subir ta vie que la rayonner? je pense que le switch, c'est simplement parce que j'arrive au lycée en étant comme au collège, sauf que les codes que j'avais du clown, en fait, ne sont pas appréciés, on va dire, par mes pairs, qui n'ont pas le même humour, qui sont peut-être dans un truc où on n'a plus le droit de faire le gamin au lycée. Et du coup, je suis cassé dans mon élan, c'est-à-dire que ma personnalité telle qu'elle est, elle est cassée. On m'humilie ou on m'insulte. Et du coup, le truc, tu te dis, ah ouais, en fait, ce que j'ai été pendant des années, en fait, ça, je peux plus l'être. Donc, au lieu de continuer à assumer de l'être, bah, moi, je me dis, bah mince, non, je peux plus l'être, quoi. Et Ouais, c'est tu ça t'es le fait switch. casser les pattes, quoi. Ouais, c'est ça le switch, quoi. Et après, le temps de revenir à la base, parce que finalement, c'est comment on dit, non, comment on dit, tricoter, voilà, tout ce truc-là que tu Mhm. dois refaire en arrière pour revenir à ce que tu étais, en fait. Parce que finalement, ce que je suis aujourd'hui avec ma chaîne YouTube, c'est ce que je suis, tu vois, de base. C'est-à-dire que je suis curieux, j'ai envie de faire des blagues un peu nulles, genre, je peux crier quand je réussis un truc, il y a un côté encore enfantin que j'ai envie de garder, parce que ça fait partie de moi. Donc, c'est le temps que ça a mis pour retourner à cette base-là, quoi. Et du coup, ouais, il y a eu tout ce process qui a duré quoi, du coup, les 3 ans du lycée, qui a duré aussi à l'université pour apprendre finalement à Ouais, se reconstruire ton identité, finalement. C'est un peu ouais, ça, j'ai l'impression. ça a été long, hein, parce que je pense que j'ai commencé, donc ça, le lycée, ça a commencé à 15-16 ans, 17-18. La fac, j'étais pas encore très, très confiant. Ouais, les années un peu, les premières années, je pense, de cours Florent et de journalisme, ça a commencé à revenir. Euh, ouais, non, ça a été long. Et je pense que YouTube, ça a été le dernier élément pour vraiment enfin, consolider ça, quoi. Mais ça a été, ouais, Reprendre un peu ton pouvoir, finalement. Ouais. c'est ça. Et justement, on va en parler. Alors, tu as axé ton travail sur l'apprentissage. Tu le dis toi-même, c'est la baseline sur ta bannière YouTube. L'homme qui voulait tout apprendre. Toutes tes vidéos, pratiquement 90% de tes vidéos sont toi qui t'illustres à apprendre quelque chose. Je t'ai découvert personnellement sur une expérimentation marcher pieds nus. Figure-toi que je marchais pieds nus à ce moment-là. Alors j'ai la chance de vivre dans des conditions où il fait plutôt chaud, il fait pas froid et pas besoin de marcher dans Paris. Ouais. Mais effectivement, du coup, il y a pas mal d'herbe autour de chez moi. Et j'ai pété un câble depuis plusieurs années et j'étais passé des chaussures en cuir italien aux tongs. Et puis à un moment donné, ça m'a fait chier. Mes claquettes me faisaient mal aux pieds. Tu vois, j'ai enlevé les claquettes et je me suis mis à marcher sans basket. Et comme il n'y a personne ici, que c'est des trucs assez fermés, etc., t'es pas emmerdé. Quand Ouais. j'ai vu que toi, tu faisais ça dans les rues de Paris avec tes pieds noirs, tes cloques, tes machins, tes trucs, je trouvais ça très intéressant. Et donc, du coup, après, j'ai découvert un peu plus tes vidéos sur le parcours et tes vidéos d'expérimentation de façon beaucoup plus large. Et notamment, une autre pente. Alors, c'est très large, hein, le travail de Guillaume. Ça va de apprendre à faire un wheeling, qui est ta vidéo qui a fait le plus de vues jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, de hypnotiser, d'apprendre l'hypnose et d'essayer d'hypnotiser quelqu'un, d'apprendre à se jeter d'une falaise, d'apprendre à faire l'équilibre, etc. Il y a vraiment beaucoup de domaines. On retrouve quand même beaucoup de domaines, je dirais, du corps. On voit que ça te tient très à cœur, ce côté parcours, sport de combat. Et on retrouve aussi quand même beaucoup de choses sur le mental. Et c'est notamment ça qui m'a inspiré. Dans tes études, il y a aussi une formation PNL que tu as listée dans ton parcours. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vois des points communs, je vois des compréhensions, je vois une carte mentale, en tout cas une façon de fonctionner qui est différente et je veux essayer de comprendre un peu tout ça. Du coup, sur la chaîne YouTube, tu dis apprentissage, tu dis montrer une progression, motiver les gens, inspirer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a motivé ce projet? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette démarche de vouloir ne faire que apprendre au quotidien et d'en faire ta vie, ton métier?
Bah, la démarche a été assez simple, c'est qu'en gros, je me pose la question en 2016, en gros, qu'est-ce que je vais faire si je suis pas comédien, si je suis pas journaliste? Et comme je raconte maintenant depuis un petit bout de temps, c'est que j'avais une liste en fait de choses que je voulais faire. Et Ok. j'imaginais ça sous forme, tu vois, ça sera une série, ça sera un produit, ça sera, tu vois, plein d'argent, il faut que ça soit comme ça, comme ça. En fait, au bout d'un moment, mais je sais pas si j'ai entendu ou vu quelque part, mais j'entendais un peu le truc, faut faire simple au début, tu vois. C'était un truc que j'avais pas forcément intégré et que j'ai encore parfois du mal à intégrer, hein, parce que c'est assez dur. Et je me dis, bah tiens, si je simplifie mon idée, qu'est-ce que ça fait? Bah, il faudrait que je commence par le truc le plus simple que je veux faire dans ma liste. Donc il y avait siffler avec les doigts. C'est un truc que ma mère faisait et que j'avais toujours vu et je me suis dit, purée, ça serait con que toi, que je sache jamais le faire. Allez, Et vas-y, fais-nous une petite démo. ah bah attends, tu Est-ce me que mets la tu sais pression. encore le faire? Voilà, tu Donc l'as gardé. Parfait. je l'ai gardé. Mais tu vois, ce truc-là, c'était le premier truc à faire. Mais tu vois, tu as besoin que de tes doigts, une caméra et c'est bon, tu peux y aller. Donc c'était, voilà, mon projet, c'était Pourquoi simplement. le partager du coup? Euh, Pourquoi encapsuler tout ça? Bah parce que j'avais envie de créer, en fait. Moi, je voulais créer des choses et j'avais ce besoin-là, en fait. Donc, quand je sors ma liste et que je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais? Je me dis, tiens, peut-être si je fais des vidéos, ça peut être cool et ça pourrait m'aider aussi à me motiver parce que si j'engage des gens, que je les montre, bah, je mets une sorte de pression aussi, sans que ce soit une pression négative, je me mets une petite pression. Et du coup, bah voilà, ça engage la chose. Et voilà, c'était parti. Mais le début, c'était vraiment comment je vais faire pour être heureux. Donc, je sors ma liste et je me dis, ça me rendrait vraiment heureux, en fait, si je le faisais. Tu vois, tous ces trucs-là. D'apprendre à siffler avec les doigts, tu t'es dit ça c'est Ouais, la clé de mon bonheur. bah ouais, carrément. Comme ça, tu peux appeler les taxis et tout, et t'es jamais en retard au travail. Non, mais, mais ouais, il y avait plein d'autres trucs. Après, c'est pour ça que tu commences le plus simple. Tu te dis, oui, siffler avec les doigts, ça a l'air un peu inintéressant. Mais plus tu vas loin dans la liste, plus tu as des trucs bah, que j'aurais peut-être jamais pris le temps de faire si j'avais pas fait cette chaîne. Tu vois, l'apnée, c'est la vidéo qui m'a fait, enfin, qui m'a fait décoller. Bah, c'était peut-être pour le coup un truc vraiment lié à mon bonheur parce que j'avais vraiment envie d'essayer. Et je l'ai fait et j'aurais peut-être jamais fait si j'avais pas lancé cette chaîne, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment trouver mon Qu'est-ce qui t'a fait, épanouissement. qu'est-ce qui t'a fait construire cette bucket list ou cette to-do list? Ça a été quoi la démarche pour construire cette liste de tiens, j'ai envie de faire tous ces trucs un jour dans ma vie? Je pense que pour le coup, il n'y a pas eu de démarche, hein. C'était un truc instinctif de juste j'ai des idées tout le temps et c'était j'avais pas d'autre choix que de les mettre quelque part, tu vois. Mais à force de les mettre dans un coin, ça s'accumule et tu te dis bah si je continue à les accumuler, je vais jamais les faire. Et du coup, bah ça, je vais avoir une super liste de trucs à faire et je vais dire ah ouais, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, mais du coup je le fais pas. Donc c'était aussi un moyen de me dire bon c'est cool d'avoir une liste, mais ça serait peut-être bien que je fasse des choses dessus, quoi. Mais il n'y a pas eu de démarche, hein. C'était vraiment juste, et je le fais encore, hein. Là, ma liste, elle s'agrandit et en même temps, elle réduit quand je fais les trucs, mais elle est un peu infinie. Donc, c'est ça aussi, des fois, qui est embêtant, c'est que j'ai trop d'idées. Donc, C'est ton côté j'essaie. créatif, quoi. Cette envie de Ouais, créer, cette envie de partager, c'est ça qui est le moteur de tout. ouais, c'est ça. Et je dirais même que c'est plus avant, tu vois, la démarche intérieure, avant de me dire je vais la partager, c'est je le fais pour moi, en fait. Et je le fais pour mon plaisir. Et je me dis pas, tiens, j'ai envie de partager. Enfin, c'est par conséquence, c'est du partage et ça inspire les gens, mais c'est pas la démarche profonde, tu vois. Je sais pas juste te dire, tiens, je fais ça pour partager et faire des vues et cool, tu vois. C'est vraiment juste, moi, j'ai tellement envie d'apprendre, bah, c'est cool que je le partage parce que ça va aider des gens, tu vois. À quel moment tu t'es dit, je vais faire ça de ma vie? C'est-à-dire d'avoir une bucket list, j'en ai une, beaucoup de gens en ont une, et de se dire, je vais faire de ma bucket list ma raison de vivre, mon travail au quotidien, mon job, mon cœur de vie. Il y a une marge. À quel moment, toi, t'as ressenti ça, t'as vu ça? Et à quel moment t'as commencé à opérer ce plan-là? Bah, là, c'est à peu près là, je crois, la même réponse. C'est par rapport au le point de départ, c'était le même. Bah, j'ai pas trop compris en fait exactement ce que tu veux dire. Parce En que fait, cette bucket list, d'accord? T'as ta bucket list. Il y a une marge entre je vais réaliser ma bucket list, je sais pas, je vais faire un truc par an de ma bucket list, je vais me faire un voyage, je vais me faire un kiff, un machin, et te dire je vais faire ça au quotidien pour en vivre. Tu vois, ce moment de te dire je vais faire ma vie, ça va être ça. bah, je sais pas du coup s'il y a vraiment eu un déclic ou un. Ça s'est fait progressivement en fait. Parce que quand je commence ma première vidéo, je me dis pas ça y est, c'est ma vie quoi. Je me dis juste je fais une première vidéo,
tu vois, ça n'a pas tout de suite marché. Hein. Parce qu'avant de faire cette vidéo sur le sifflement, j'avais fait un peu d'autres trucs expérimentaux où je faisais juste du street workout, où j'allais tester, genre vite fait, quelqu'un qui m'apprenait à casser des briques, tu vois. C'était un peu plus, je tâtonnais, tu vois, mais j'étais pas du tout dans un truc où j'allais me dire que ça allait devenir mon métier. Et en fait, c'est un truc qui s'est fait progressivement. C'est pas comme si je décidais du jour au lendemain, parce qu'au début, j'ai quand même continué à bosser à côté. Donc, c'était pas du tout en mode tout de suite, ah ça y est, c'est ma raison de vivre. Mais c'était sûr que Tu avais la vision déjà quand même. j'avais la vision et ça partait aussi d'un autre projet que j'avais commencé en parallèle, qui était d'ouvrir une académie. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, il y avait un truc où je me disais, si je veux peut-être un jour ouvrir ça, il faudrait que j'ai une preuve quelque part que je suis comment dire, le représentant de ma parole. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, c'est bien d'apprendre et de faire des choses et de faire une école sur ça, mais si tu le fais pas toi-même, bah, tu es peut-être moins légitime, tu vois. Donc, il y avait un truc où Donc je la me disais, vision à long terme, c'était ce côté acteur, ce côté création, cette bucket list et une académie. Une académie pour transmettre quoi, pour faire quoi du coup? Cette idée de l'académie, ça arrive quand? Ça vient comment? bah ça vient depuis 2011, ça date depuis longtemps. J'avais envie de marier en fait le parcours, la self-défense et le renforcement dans une école, enfin, dans une salle, tu vois, un peu particulière aux ambiances super-héros. Et Mhm. d'écouter un pôle où, tu vois, chaque semaine, tu as un intervenant qui peut venir t'apprendre quelque chose de nouveau. En fait, tu vois, la semaine 1, c'est les premiers secours. La semaine 2, quelqu'un vient t'apprendre, je sais pas, à faire de la guitare. En fait, que tu as un côté où enfin, il y a un côté sportif, tu vois, un peu un triptyque sportif. Et en plus, tu as un côté comment aider les gens à apprendre, tu vois. Comment leur permettre d'avoir un peu ce que je fais au quotidien. Et ce truc-là, c'est un projet que j'ai mis de côté en me disant, bah, je peux pas le réaliser aujourd'hui parce que j'ai pas de moyens, personne me connaît. Et je me dis, si un jour je la lance et que j'ai déjà une chaîne, que j'ai basé toute ma chaîne sur l'apprentissage, ça sera beaucoup plus logique. Et en plus, bah, j'engrange beaucoup de contacts avec les gens que je rencontre. Là, mes potes de Blacklist, tu vois, c'est quasiment les meilleurs traceurs de France. Donc, si je veux ouvrir une académie autour du parcours, bah, j'ai déjà les mecs qui peuvent enseigner et qui peuvent faire des démos. Donc, tu vois, ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas lancé ma chaîne. Donc, en fait, je me suis dit, au lieu de créer quelque chose de rien, je fais d'abord ma chaîne, je la développe, et ensuite, quand j'aurai mon envie, tu vois, de faire la salle, bah, je pourrais le faire parce que j'aurai les moyens, en tout cas. Il y avait une vision en tout cas. Tu t'es dit que ça allait déboucher quelque part, qu'il y avait des possibilités pour toi et tu croyais dans une certaine forme de finalité, de réussite de ce projet-là, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je sais plus si c'est un truc de Bill Gates aussi qui dit qu'en gros, la plus importante, c'est la vision. Je sais plus si c'est lui qui le dit ou pas. Mais en vrai, sans être convaincu que ça allait marcher, j'ai toujours eu un fil conducteur de où je voulais aller et de vision un peu, tu vois, je m'imaginais que ça marchait, donc je faisais ça, j'ouvrais la salle, je pouvais faire ma série, tout ça. Donc, il y a toujours, et je pense que quand on parle de persistance et de persévérance, bah, la vision, il joue beaucoup parce que si tu es toujours au clair par rapport à ça, de qu'est-ce que tu veux obtenir, bah oui, tu peux avoir des moments de démotivation, mais clairement, tu te dis, ouais, mais ma vision, elle continue en fait. Plus je fais des vidéos, plus j'achète l'aliment. Donc, je pense que ça, et ça, pour le coup, c'est pas un truc non plus que j'ai travaillé, et c'est un truc qui était, voilà, et ça, c'est plus lié, je sais pas, à l'imaginaire ou au fait de se dire, je sais pas, je suis passionné par un truc, je veux qu'il arrive, et ça se fait un peu automatiquement, tu vois. Te vient d'où cette passion pour les super-héros du coup? Bah, ça, c'est tout simple, hein. Le premier Spider-Man, ensuite Matrix, ça les films un peu emblématiques que je peux citer souvent. Ça, c'est des trucs, moi, quand j'ai vu quand j'étais gosse, bah, je me suis pas dit c'est impossible. Je me suis dit comment je fais pour marcher sur les murs. Donc, et quand j'étais au collège, justement, on avait un petit muret, on s'amusait à faire deux, trois pas sur le mur, et on se disait, ah, je suis né où? Et toi, c'est des trucs comme ça. Donc, et ça, c'est juste le cinéma qui m'a beaucoup inspiré ce truc-là, cette passion-là, et qui, du coup, transparaît aussi dans mes montages. J'adore mettre des images de films, tu vois. C'est qui ton super-héros préféré de quand tu étais gosse? Spider-Man? Ouais. Ouais, après C'est ce Batman. qui t'a inspiré aussi le parcours, etc. Ouais, Spider-Man, c'est le fait de grimper les immeubles. La vidéo que j'ai faite aussi dessus, c'est le parcours. Il se bat aussi un petit peu. Hein. C'est, je sais pas, le sens d'araignée là que je fais en ce moment. Je travaille les réflexes, donc je fais toute une vidéo là-dessus sur Mhm. développer tes temps de réaction. Donc ouais, lui m'a inspiré pas mal de trucs. Après, j'ai eu Batman dans ma phase adolescente parce qu'il était plus sombre, plus réaliste, tout ça. Et parce qu'il avait un côté où lui, il s'est vraiment formé, entre guillemets. Tu vois, il a appris à se battre, il a appris à, je sais pas, à conduire des véhicules, il a appris à manier ses gadgets. Donc il y a un côté d'apprentissage qui était plus réaliste que Spider-Man.
tu vois, parce que se faire mordre par une araignée, c'est quand même plus rare. Donc voilà. J'ai bien aimé Kick-Ass aussi, parce que c'était le super-héros voilà, anti-super-héros qui a pas de pouvoir, qui est Super. nul, et qui lui aussi va devoir se développer pour atteindre son rêve. Toujours cette idée de suivre un rêve, de suivre une vision et de progresser, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je te disais, pour en revenir à YouTube, tu as atteint un certain succès, un certain impact, une certaine notoriété, notamment avec ce type de format qui est apprendre quelque chose en 30 jours, où finalement, tu es dans l'apogée de ton art, où tu apprends un nouveau truc, et puis tu partages aux gens eh bien, ce que tu apprends et tu montres justement cette progression. Est-ce que c'est ce format qui t'a fait décoller? Est-ce que tu penses que pour marcher, pour réussir sur YouTube, il faut avoir justement un bon format plutôt qu'une bonne vidéo? Est-ce que tu peux nous filer un peu ton retour d'expérience finalement sur ton parcours YouTube? Euh, je sais pas si c'est. Bah, effectivement, enfin, la vidéo qui m'a fait marcher, c'est de l'apnée. Donc, oui, c'était une des premières vidéos sur plusieurs jours. Et si on regarde le pied nu, le wheeling, ça fait partie des vidéos les plus vues. Donc, effectivement, mais tu as aussi le saut de falaise, par exemple, qui est un truc très court qui fait beaucoup de vues. Donc, moi, ce que j'ai surtout découvert, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. Des vidéos que je pense parfois vont marcher, marchent pas. Des vidéos que l'inverse, enfin, je me dis ça va pas marcher, ça marche. Donc il y a un truc qui t'apprend aussi à être un peu détaché de ça en te disant bah je fais ma vidéo et tant mieux si ça marche et je me fais pas non plus trop de mal si ça marche pas, comme ça m'arrive encore. Et c'est aussi un choix que je fais de me dire j'essaye de continuer à faire des vidéos qui me plaisent, même en sachant que peut-être ça va pas marcher, tu vois. Parce que je fais la vidéo sur l'écologie ou je fais la vidéo sur les premiers secours. Ce sont des sujets, on va dire, importants, mais c'est pas du tout des sujets qui portent sur YouTube, tu vois. C'est pas mis en avant, ça intéresse peu de monde. Pourtant, c'est essentiel. Donc, je trouve que pour le peu de gens que ça va toucher, c'est quand même important de le faire. Mais après, sur une analyse plus poussée de ce qui marche, bah, il y a quand même un truc qui fait que tu le sens quand tu as fait la bonne miniature, le bon titre. Déjà, ça fait énormément. La vidéo pieds nus, en vrai, l'intérieur de la vidéo est pas incroyable dans le sens où c'est pas filmé avec une belle caméra, il n'y a pas des ralentis, machin, c'est tout fait au portable parce que j'avais pas envie de me trimballer ma caméra dès que je marchais. Donc j'ai essayé de faire un truc plus simple. Mais par contre, la miniature et le titre, pour moi, je les ai fait de manière assez instinctive. Ça m'arrive rarement, mais là, ça l'a fait, tu vois. Et ça a vachement bien marché, tu vois. Le truc de la photo des pieds noirs, en fait, j'avais pas pensé faire ça au début, tu vois. Je pensais faire un truc qui sûrement n'aurait pas marché. Mais en fait, j'ai un moment, j'étais assis sur un banc et je regarde mes pieds, je fais, ah, mais en fait, ça va être ça la miniature. C'est genre, je monte mes pieds dégueulasses, quoi. Et c'est ça Hmm. qui attire, tu vois. Donc, évidemment, dans ce que je peux analyser, c'est que effectivement, le titre à miniature, je dirais, c'est quand même 300% de quand même pas de la réussite, mais en tout cas de l'attention que tu vas capter. Et après, bien sûr, si derrière tu as une vidéo pourrie, bah, ça sert à rien. Donc, il faut quand même travailler ta vidéo, voilà, que ce soit le tournage, le montage, l'écriture. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est important de le travailler. Mais, Tu euh, mais écris tout ce que tu travailles? Tout est euh, écrit? c'est écrit et ça laisse une part d'improvisation quand même, parce que je sais pas toujours ce qui va se passer, mais j'essaie d'avoir un cadre, j'essaie de trouver mes références un peu en amont, mes références visuelles, de cinéma, quel objectif un peu je me fixe à l'avance. Tu vois, si c'est jongler, bah, ça va être combien de secondes. Donc, il y a des trucs que j'ai écrit pas mal de trucs. Et après, il y a une grosse part d'improvisation et aussi dans le montage, bah, il y a des trucs que je garde pas, que j'avais écrit et d'autres que je n'avais pas écrit, que je garde. Donc, ça reste assez libre quand même. Tu essaies de suivre un certain arc narratif pour quand même raconter une histoire. Toi qui es aussi passionné de cinéma, j'imagine que tu as dû étudier un petit peu tout ça. Ouais, bah, je fais toujours quelle histoire je veux raconter et quel message je veux faire passer. C'est les deux choses. Le message, c'est plutôt dans la conclusion, donc c'est quel message je veux faire passer en conclusion. Et l'histoire, bah, c'est le fil conducteur. Donc bah, l'histoire, c'est je veux montrer en gros que tu vois le héros, c'est un peu tu vois l'arc narratif du film de héros, mais c'est le héros au début, il est nul, il va passer par des épreuves, il veut atteindre un objectif, il va rencontrer des embûches, et puis petit à petit, il progresse jusqu'à arriver à un résultat où il devient le sauveur, entre guillemets. Tu vois. Donc j'essaye de reprendre ce format-là un peu dans mes vidéos, sans que ça J'imagine du coup soit que trop. tu connais ce cercle-là qui s'appelle le voyage du héros, qui est un Euh, concept de narration je- qui a été découpé. C'est une espèce de méthode, quoi. ok, bah j'ai pas ça que j'utilise précisément, mais j'ai dû peut-être le voir quelque part et le retenir. Ouais, tu as peut-être dû le faire aussi de façon inconsciente avec tous les films que Ouais, tu as bouffés. oui, c'est ça. C'est ça. Ok, super. Donc, ouais, il y a quand même un cadre, il y a quand même un process, et puis il y a toute une partie
improvisation et kiff, quoi, finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi selon toi la clé de ton succès? Qu'est-ce qui a fait vraiment que toi, plutôt qu'un autre, ça a marché? Après, bon, on peut toujours questionner le mot succès. Est-ce que le succès, c'est avoir 1 million ou est-ce que c'est d'avoir déjà 150 000? Alors, pour moi, j'ai réussi dans le sens où je fais ce que j'aime. Mais après, le succès, on peut toujours le repousser. Tu vois, je pourrais toujours dire bah, quand j'aurai mon académie, tout ça. Donc ça, c'est juste pour la notion de succès, dans le sens où moi, je suis heureux, mais je n'ai pas forcément enfin, tu vois, un truc final où je me dirais, ça y est, c'est le succès. Donc je pense que le succès, en fait, il est même au moment où tu décides de faire ce que tu veux enfin, et tu vois, ta première vidéo, c'est déjà un succès, entre guillemets, tu vois. Donc au Mhm. début, déjà, Super. très rapidement, j'ai eu cette notion-là de me dire, putain, mais c'est bon, enfin, même si là, je gagne pas d'argent, même si je fais pas du, je suis heureux et j'ai réussi et je peux faire ça toute ma vie. C'était plutôt ça, déjà, le truc, c'était de me dire à un moment, OK, c'est bon, j'ai trouvé, je peux faire ça toute ma vie. Et après, sur la côté de qu'est-ce qui fait que moi, ça a réussi, enfin, ça a marché, du coup, même si, voilà, je pense que je vais encore aller plus loin, j'espère. Euh, Bah, c'est difficile à dire. C'est plusieurs choses, parce qu'en même temps, il y a des gens qui ont aussi un concept similaire. Donc, je suis pas non plus le seul, tu vois, sur YouTube par rapport à ce secteur-là. Mais, je sais pas, c'est difficile à répondre. C'est peut-être j'étais un peu le premier là-dessus en France. Maintenant, il y en a plusieurs. Et à l'époque, quand je commençais, il y avait très peu de choses sur le sujet. Euh, je pourrais pas me mettre à la place des gens, mais je pourrais dire peut-être ma personnalité. Je sais pas si c'est ça qui plaît le plus dans mes vidéos. Euh, non, c'est difficile à répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que Bah, ce moment qui a marché? Parce qu'il y en a d'autres qui marchent en même temps. Je sais en tout cas, pas. ce qui est évident, c'est une passion débordante. Ouais, après, C'est-à-dire c'est le. qu'on sent vraiment que tu es animé par ce que tu fais et tu le laisses transparaître. Et puis, je pense que ta passion pour le cinéma aide à ce que tu fasses aussi des contenus qui soient sympas, divertissants. Moi, je pense que Ouais, tu as compris les grandes clés dans le sens où tu dis, je veux éduquer les gens, les motiver, les inspirer. Mais en même temps, il faut que ça soit divertissant, sinon tout le monde s'en fout. Et puis, tu es tellement passionné par le fait d'apprendre et par kiffer le truc et par kiffer le process, que je pense que ça se transmet, quoi, c'est tout. bah merci. Mais Finalement. Non, non, mais c'est un peu ça, en tout cas, que je vois. Et après, justement, ça amène à ma prochaine question. Ouais, vas-y. après, on peut juste parler peut-être de persévérance, dans le sens où c'est ça qui fait qu'au final, Tu ça a as marché. traversé du désert pendant combien de temps? Bah, 3 ans quand même. Puisque tu comptes 2016, les premières vidéos, et la vidéo qui a buzzé de l'apnée, c'est 2019. Donc, j'ai quand même 3 ans où je passe de 0 à 5 000 abonnés, ce qui est très très lent. Surtout quand je vois mes contemporains, des fois, qu'ils lancent une chaîne et au bout d'un an, ils ont 100 000 abonnés. Je fais, ah, moi, j'ai pris 3 ans. Mais du coup, pour moi, ça a marché parce que j'étais tellement passionné que jamais je me suis posé la question de, ah, mais ça fait pas de vues, donc ça sert à rien, tu vois. Parce que j'aurais pu avoir cet état d'esprit. Comment est-ce que tu vis ce moment de traversée du désert? Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis quand tu es tout seul dans ta chambre? Est-ce que tu te dis, fuck, je vais envoyer tout chier, tout le monde s'en fout. Finalement, je suis pas si intéressant que ça, ou finalement, personne ne s'intéresse à ce que je fais, ou finalement, personne partage ce truc que moi j'ai. Ou est-ce que tu avais Bah, déjà suffisamment de feedback, de messages de soutien ou de choses comme ça qui te donnaient aussi la force de continuer? Bah, au début, tu as quand même assez peu de feedback. Tu vois, tu as 10, 15 commentaires par vidéo et c'est des trucs assez genre, ouais, cool, super vidéo. Et même si c'est sympa, c'est pas assez précis pour t'inspirer forcément ou te motiver. Mhm. Et, et du coup, il y a quand même des moments où forcément tu te dis, alors je me disais pas que j'allais arrêter, mais j'étais un peu, peut-être en colère, peut-être un peu en colère. Tu te dis, je me démène, je fais des trucs, j'essaye de faire des trucs innovants. Mais tu te rends aussi compte en avançant que cette posture-là, elle est un peu mauvaise parce qu'elle n'est pas vraiment réaliste. Au début, tu te dis, ce que je fais, c'est ouf, tu vois, des fois au début. Et en fait, plus tu avances dans le métier et faire les vidéos, plus tu te dis, ah ouais, en fait, c'était tout pourri, quoi. Je n'étais pas conscient de ça, quoi. Donc, faut réussir à, tu vois, à rester lucide par rapport à ça. Donc, même si je l'avais de temps en temps, ce truc-là, un peu d'être un peu en colère ou de me dire, ah ouais, Un mais peu de bon, jalousie ouais, un peu de sur jalousie, forcément. d'autres personnes potentiellement que tu trouves moins douées, moins Ouais, intelligents, avec. là de ce complexe de tu te sens supérieur à d'autres, alors qu'en fait, non, chacun est différent, chacun commence à un moment différent. Donc, tu peux ressentir un peu ce truc-là. Donc, je l'avais de temps en temps, mais c'était quand même pas assez fort pour que ça m'empêche de continuer. Oui, c'était pas une majorité non plus, quoi. Ouais, voilà, c'était pas une majorité.
Mais après, le truc qu'il faisait, c'est juste, tu vois, je faisais ma vidéo, j'étais trop content d'avoir appris et je me disais, c'est quoi le prochain truc? Et en fait, ce truc-là était tellement motivant que, Tellement bon, fort. j'avais fait pas trop de vues, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai trop envie d'apprendre ce prochain truc et j'ai envie de faire ça et ça. Et je pense que ça, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, tu vois, j'ai tellement hâte quand je démarre un nouveau truc ou quand je suis en train de, tu vois, de me dire, ah, la semaine prochaine, je vais faire ça, ça va être trop bien. Et en fait, YouTube, c'est mon support, mais c'est vrai que c'est pas les vues ou c'est pas le fait d'être sur YouTube qui me motive. C'est juste moi, j'adore apprendre et du coup, j'ai l'excitation de me dire comment je vais monter ça, quelle scène je vais mettre là, et quelle personne je vais rencontrer. Et c'est cette excitation qui fait que je m'arrête jamais, quoi. Super, eh ben, c'est top. Merci beaucoup pour ton partage en tout cas. C'est quoi ton super pouvoir à toi, passionné de super-héros? Je veux dire, qu'est-ce que ça serait mon super pouvoir si je pouvais en avoir un? Non. Non? Quel est ton super pouvoir actuellement? Sur ton parcours, en regardant un petit peu dans la rétro, si tu devais faire un peu une espèce d'analyse, quel aurait été ton super pouvoir que tu avais, que tu as développé, qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Je sais pas si c'est un pouvoir, mais je dirais la curiosité, tu vois. Si on peut appeler ça un Ok. super pouvoir. Parce que c'est ce qui te permet de jamais enfin, d'avoir plein d'idées, de toujours aller chercher partout des sources pour t'inspirer, pour apprendre, tu vois, parce que tu dois apprendre à faire des vidéos, tu dois apprendre à les tourner, tu dois apprendre à écrire, tu dois apprendre à communiquer, tu dois apprendre enfin, à contacter des gens pour faire des collaborations. Donc en fait, si t'es pas curieux, bah, ça va être dur, quoi. Si t'as pas ce truc-là où chaque secteur peut être une occasion d'apprendre, il y a forcément des endroits où tu vas caler, tu vois. Alors moi, je suis loin d'être expert dans tous ces domaines-là, tu vois, confondus, que ce soit le montage ou le cadrage, je pourrais toujours être meilleur. Mais j'ai acquis en fait des bases qui me permettent de toucher à tout, de quand même être pas mauvais en montage. Et en même temps, quand je dois apprendre un nouveau truc, tu vois, bon, c'est le truc peut-être le plus difficile, mais le marketing, c'est aussi un apprentissage, comment se vendre, comment machin. Et bah, tu es encore en train de te dire, bon, ok, c'est pas mon point fort, mais je sais que bah, vu tout ce que j'ai appris avant, bah, je vais quand même réussir aussi à apprendre. Tu vois. Mais mon but, c'est pas tellement de devenir expert dans ces domaines, mais c'est soit d'avoir une bonne base sur laquelle je peux me dire, bon, je progresse sur le long terme, donc ça va être le montage, soit juste avoir une petite base pour après pouvoir le déléguer à quelqu'un ou pouvoir, tu vois, demander conseil et me faire aider, tu vois, parce que je pense que c'est aussi important de se faire aider de temps en temps sur certains domaines, parce que tu peux pas tout faire. Mais ouais, la curiosité, c'est clairement c'est une arme en fait. C'est une arme quand tu l'utilises bien. Bah déjà, tu peux être curieux avec les gens. Donc, souvent, tu poses des questions. Donc, les gens, ils aiment bien toi répondre. Ouais, c'est un peu un atout dans la vie, quoi. À quel point ce super pouvoir, par le passé, peut-être plutôt dans l'enfance, dans ta construction, t'a différencié des gens, parfois éloigné des gens? En fait, super pouvoir, on pourrait également l'appeler bizarrerie. Et moi, je pense que c'est en utilisant notre bizarrerie, finalement, qu'on se réalise et qu'on fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire à notre place. Typiquement, la barrière à l'entrée, toi, de ce que tu fais, c'est d'avoir envie d'apprendre des trucs tout le temps et puis de prendre un kiff à le partager en vidéo. Ce qui, pour beaucoup de gens, ça pourrait les faire marrer 2 minutes, mais ils ne tiendraient pas sur la durée, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. toi, tu es tellement à fond dans ton truc, c'est ta bizarrerie, entre guillemets, et donc du coup, tu l'as transformée en super force, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Ouais. est-ce que cette bizarrerie d'être super curieux, par le passé, tu t'es retrouvé dans des trucs où peut-être, je sais pas, tu étais avec des potes, tu étais avec des gens, et toi, tu étais passionné à fond par la forme de cette petite cuillère, ou par comment est-ce que le mec faisait à manger, et tout le monde était là, ah, t'es chelou, mec, on s'en fout. Est-ce que ça t'est arrivé, ce genre de situation, ou pas du tout? Bah, pas ce genre-là, mais je suis un peu curieux dans le sens bizarre. Quand on dit curieux, Hmm. un peu curieux. Bah, tu vois, bon, pour moi, c'est pas être curieux, mais genre quand je vais te dire quel oiseau chante alors qu'on est en train de faire une marche et qu'on parle d'autre chose, et que je dis, tiens, il y a la perruche à collier qui passe. Bah, si c'est pas quelqu'un de très ouvert, il va dire, ouais, ok, on s'en fout, tu vois. Bon, comme j'ai des amis plutôt bienveillants et qui aiment aussi les oiseaux, tu vois, ils sont plutôt contents quand je leur transmets ça, tu vois. Donc, mais j'ai pas trop eu de trucs en mode où ça me mettait à l'écart, tu vois, parce que généralement, les gens, quand tu as des choses à dire ou que tu es passionné par un truc, c'est quand même plutôt agréable à voir. Bon, en tout cas, moi, quelqu'un de passionné, je trouve ça cool, tu vois. Ah, À l'inverse de complètement. quelqu'un qui a rien à raconter et qui va te dire, ah bah non, j'ai rien fait ce week-end, cette semaine, je travaille, gna, gna, gna. Du coup, tu te dis, je préfère quelqu'un un peu bizarre. En fait. Moi, j'ai toujours aimé les gens bizarres déjà. Mhm.
parce que je me suis peut-être un peu considéré aussi comme quelqu'un de bizarre, mais sans être asocial et être, tu vois, vraiment mis au ban de la société. Mais voilà, j'ai toujours été un peu bizarre. Bizarre aussi, je pense que quand on parle de bizarrerie, moi, enfin, le truc de vouloir devenir un super-héros, c'est quelque chose de bizarre. C'est un peu qui casse, tu vois. Moi, je l'ai un peu au fond de moi et sans être dans un délire de porter des collants et aller dans la rue sauver des gens, il y a quand même un truc où je me dis, apprendre toutes ces choses, ça me fait un peu devenir un super-héros. Pas en mode je suis un super-héros, regardez-moi, mais plutôt moi, j'ai envie de me dire dans ma tête, ah purée, si j'apprends ça, ça développe cette capacité, c'est un peu une capacité qu'on voit dans les films. Donc moi, je dirais que ma bizarrerie, c'est aussi un peu ça, c'est ce délire-là où au final, tu vois, mon but abstrait, c'est à la fin de ma vie de me dire, ah ouais, j'ai un peu été un super-héros de ma vie, tu vois, tu vois, j'ai sauté d'une falaise, j'ai grimpé des immeubles, j'ai tenu ma respiration 4 minutes. Dans ma tête, je me dis, j'aurais un peu atteint ce rêve-là de me dire, ah ouais, j'ai un peu été un super-héros, tu vois, sans être Super. mégalo, mais tu vois, avoir un peu un délire comme ça. Génial. Notre Iron Man sans l'armure. C'est ça. Et du coup, t'as jamais vécu un peu ce sentiment où tu t'es senti seul avec ta bizarrerie ou avec ta différence? Bah si, forcément. Après, quand tu es dans la traversée du désert pour YouTube, tu as quand même des moments où bah, tu personne trop qui t'aide à faire tes vidéos. Tu demandes aux gens de partager, ils partagent pas. Donc, tu as un côté, tu es seul, quoi. Et tu es seul avec toi-même. Et voilà, donc oui, si, j'ai eu plein de moments. Même maintenant, alors beaucoup moins maintenant, mais je veux dire, encore peut-être il y a un an, j'étais plus seul. Là, je commence à quand même avoir pas mal d'amis YouTubeurs. J'ai une copine, tout ça, donc ça fait que quand même je me sens quasiment jamais seul. Mais il y a une époque, même quand ça marchait un peu mieux, tu es quand même seul. Finalement, toi, tu es devant ton ordi tout seul, tu fais ta vidéo tout seul dans ton jardin. C'est quand même des fois, et c'est pour ça que je fais beaucoup de collabs en fait, parce que sinon, bah, en fait, je verrais personne et ça me saoulerait, tu vois. Donc, je fais pas des collabs pour faire des vues, je fais des collabs parce que ça me fait rencontrer des gens et parce qu'on apprend plus vite avec des gens aussi, tu vois. Donc, donc voilà. Complètement, ben c'est bien parce que tu m'envoies une autre question que j'avais envie de te poser. J'ai vu effectivement beaucoup ces collabs-là. C'est quelque chose que je fais beaucoup aussi parce que je trouve l'être humain passionnant enfin, j'apprends tellement des autres que je ne m'arrête pas si tu veux. Et toi, j'ai vu que tu allais chercher bah, beaucoup de sensei, de maîtres dans différents domaines et puis tu apprends d'eux, etc. Du coup, stratégie ou pas stratégie de croissance. Et est-ce que c'est aussi finalement bien pour partager la passion et parce que c'est tellement mieux plutôt que d'être tout seul à essayer de casser des briques, d'aller chercher quelqu'un d'autre pour vivre ce moment-là? Comment est-ce que ça t'est venu? Bah, au début, c'est stratégie, pardon. Au début, c'est stratégie de croissance, mais en fait, quand tu te rends compte que ça amène pas tant de croissance, tu te dis, bon, c'est pas forcément le truc qu'on imagine, tu vois. Moi, j'ai fait une collab avec Morgan VS qui a 1 million d'abonnés. Je l'ai fait très tôt sur ma chaîne. J'ai peut-être gagné 800 personnes. Donc, c'est bien, hein, mais c'est pas énorme. Du coup, la Hmm. stratégie elle est plus dans se faire des contacts, apprendre plus vite, et puis apprendre à plusieurs, c'est plus rigolo toujours. Euh, Hmm. il y a une part de stratégie où moi, j'aimerais intérieurement rencontrer un peu tous les youtubeurs, tu vois, spécialisés dans le domaine. Ça m'intéresse, tout ça, je trouve ça cool. Et parce que oui, en termes de référencement, si j'ai rencontré tous les plus gros youtubeurs dans leur domaine, bah oui, forcément, ça m'aide. Mais c'est pas un truc qui me fait grossir au point où ça serait un enjeu où ça serait vraiment primordial. Donc c'est aussi pour ça que je choisis bien mes collabs. Tu vois, j'essaie de, même si tu sais pas à l'avance, j'essaie de trouver des gens avec qui je vais bien m'entendre, avec qui je vais passer un bon moment. Et je peux encore faire des collabs avec des chaînes qui ont moins d'abonnés que moi. Tu vois, c'est pas, je m'en fiche du moment que la personne, c'est super cool. Là, tu vois, le beatbox, je le fais avec le Svendro. Les mecs sont vraiment incroyables, tu vois, ils sont trop sympas, ils sont hyper bons pédagogues. Bon, oui, ils ont pas 100 000 abonnés, mais je m'en fous, tu vois. C'est pas, j'essaye de quand même rester dans un truc humain où juste, bah, si vous m'intéressez, s'il y a un truc à partager, bah, on peut le faire. Et voilà, quoi. Donc, ouais, c'est stratégie, mais en même temps, c'est plus aussi bah, l'intérêt d'apprendre à plusieurs. Le côté humain, sans être complètement les yeux fermés, en gardant quand même cet objectif de croissance, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je pense que moi, pour moi, la croissance que j'ai, moi, c'est parce que j'ai des vidéos qui marchent. C'est pas parce que j'ai fait des collabs, tu vois. Genre, Hmm. le pied nu, l'apnée, il n'y a pas de collab. Donc, c'est les plus grosses vidéos. Donc, Willy non plus. Donc, enfin, si, Willy, il y a une collab, mais c'est pas un gros youtubeur, tu vois. Donc, Hmm. c'est vraiment pas du tout un truc enfin, pour moi, ça m'a jamais été le vecteur de croissance, le plus gros, quoi.
C'est pas le premier drive en tout cas qui va motiver une vidéo. Ouais, ouais. Euh, super. Pourquoi Matrix? Pourquoi est-ce que ce film t'a tant impacté? Pourquoi est-ce que tu utilises ce film dans tes génériques? On voit en arrière-plan sur tes vidéos la Matrix qui défile. Qu'est-ce que ça Bah, représente? Qu'est-ce que ça t'inspire? bah, après, c'est d'un point de vue juste esthétique, je trouve ça cool. Tu vois, juste le fait d'avoir les écrans, l'univers, c'est un truc qui me facilite et qui m'a permis de créer une identité autour de ça aussi. Mhm. Ne serait-ce que ma bannière, tu vois, c'est inspiré de Matrix. Donc, ça m'a permis de trouver une identité qui pouvait parler quand même à, on va dire, beaucoup de gens, même si maintenant, bah, les nouvelles générations n'ont pas forcément vu Matrix. Mais en tout cas, moi, ça me parle et je pense que tous les gens qui ont 25-30 ans, ça leur parle. Donc moi, c'était d'abord, voilà, d'un point de vue esthétique, ça me crée une sorte de charte graphique qui était assez facile à ensuite à goupiller, tu vois, trouver la couleur verte, trouver des néons, ça m'a permis de créer une identité graphique et ça c'est important. Et puis Ouais. après, tout simplement parce que Matrix, enfin Neo, c'est la représentation la plus cinématographique de ce que je fais. C'est-à-dire que tu mets une disquette, tu apprends et tu sais la compétence. Donc moi, c'est pas aussi rapide que Neo, mais c'est la même image. Donc c'était pour ça que c'était hyper facile pour moi d'utiliser ça et ça m'a ouais ça j'aimais bien en fait me dire bon je suis un peu Néo dans ma tête tu vois même si ça va pas aussi vite. Donc c'était les deux choses quoi, c'était l'aspect graphique et puis l'aspect juste ça représente parfaitement ce que je veux transmettre. Est-ce que tu penses qu'il y a une réalité dans ce film ou pas? Est-ce que tu penses que ça nous raconte une réalité proche de nous, lointaine de nous? Est-ce que... Bah, Matrix, c'est un peu, tu peux tout voir dedans, hein. Tu peux y voir toutes les philosophies, donc je pourrais te dire oui et en même temps non. Mais j'ai vu Bah, aussi pas mal partage-nous de. un peu une philosophie peut-être qui t'a marqué ou qui t'a impacté dans ce film. Bah, il y a l'aspect un peu développement personnel, tu vois. Tu prends une pilule pour arrêter de te lamenter, de voir une illusion de vie. Donc tu prends une pilule qui fait, certes, te fait voir la réalité telle qu'elle est. Donc ça peut être te dire, ah bah ouais, je fais vraiment rien pour ma vie, il faut que je me bouge. Donc, tu vois, il y a l'aspect, voilà, un peu comme ça. Tu décides avec une pilule de changer de vie. Après, il y a beaucoup de choses que dit Morpheus à Neo qui sont vraiment très coaching, tu vois. C'est genre, quand tu lui dis de sauter, il lui dit libère ton esprit. Enfin, il y a des trucs très dans le développement personnel. Donc, ouais, c'est surtout cet aspect-là que moi j'avais vu a posteriori parce qu'au début, j'ai juste vu un film et Ah j'avais oui, même pas compris que visionnage. la matrice c'était le faux. Moi, je croyais que la matrice c'était le vrai monde, tu vois. Donc, j'ai eu du temps à comprendre. Mais ouais, après, en regardant plusieurs fois, je me suis dit, ah ouais, putain, on dirait vraiment un mec qui lui dit, il fait vraiment des conseils de coach, quoi. Et c'était assez marrant d'ailleurs. Mais tu peux vraiment y voir tout, hein. C'est ça qui est. En fait, c'est la force du film, c'est que justement, tout le monde peut y projeter en fait son interprétation et ça en fait du coup, ah bah, chacun peut sortir un livre en disant, ah bah non, mais moi j'ai vu ça dans Matrix, ah bah non, moi j'ai vu ça. Tu vois. Ouais. Je suis sûr qu'il doit y avoir des sites, des théories de fans Ah qui bah oui. expliquent la fin du monde ou la naissance du nouveau monde sur la base de Matrix. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Super. Mais, movie pour le coup qui m'a aussi beaucoup impacté, qui continue à m'impacter. Et quand tu comprends que bon bah nous on n'a pas des vaisseaux, des machins, quoique je sais pas, peut-être qu'en ce moment même on est dans une illusion, hein, peut-être tout est possible, mais que effectivement ce jour où tu décides de voir la réalité telle qu'elle est et accepter les défauts, accepter la merde, accepter la négativité, accepter les gens qui vont chercher à te mettre des croche-pieds, à te cracher dessus, etc. Et que tu arrêtes, toi, de te positionner, entre guillemets, en victime et de te lamenter et de prendre en main ta vie. Euh, ouais, ce film a été un espèce de bel appel, tu vois, un appel de balle intéressant dans ma vie, dans mon développement. Et c'est tellement bien écrit, bien fait qu'effectivement, c'est inspirant. Dans tous les cas, aujourd'hui, avec ma vision, je suis tellement inspiré par tous les auteurs, écrivains, réalisateurs qui ont réussi à prendre des trucs très complexes comme la philosophie qu'il pourrait y avoir derrière Matrix, qui peut être très simple et en même temps très complexe, et créer une histoire que tout le monde adore, tu vois. C'est tu sais, genre l'alchimiste Paulo Coelho, le type a vendu des dizaines de milliers, de centaines de milliers d'exemplaires. La philosophie qu'il y a derrière est hyper profonde, mais en fait tout le monde prend un plaisir en le lisant et quand tu le lis la première fois,
bah, tu as juste l'impression de lire une histoire un peu sympa, tu vois, et elle t'a impacté ou elle t'a pas impacté. Mais en Ouais. fait, derrière, il y a toute une tonne de trucs que tu peux aller voir, chercher, trouver, interpréter. Et je trouve ça magique, les gens qui ont cette intelligence, tu vois, de savoir créer une histoire, synthétiser, faire rentrer l'information d'une façon un peu différente. Bref, voilà. Je suis d'accord. Un point important, parce qu'on vit dans une société capitaliste, on n'est pas encore dans la matrice, on ne sait pas créer de L'argent. l'argent et de la L'argent. monnaie. Pour pouvoir vivre ta vie en tant qu'apprenant, pour pouvoir vivre ta vie en tant que créateur et de faire de ça au quotidien, eh bien, il a fallu trouver un moyen pour le faire, et notamment un moyen de gagner de l'argent. Du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu disais au début, tu avais ton boulot en parallèle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réussi à passer full time? Combien de temps ça t'a pris? Combien tu gagnes? Raconte-nous tout. Au début, ouais, effectivement, je faisais pendant longtemps quand même vidéaste à côté, donc je faisais des vidéos pour des entreprises, donc pour les mariages, pour les institutions. J'ai fait un petit truc avec Nike sur Instagram autour du parcours, donc j'ai fait. Très classe d'ailleurs, qu'on se le dise. C'est beau quand même. Quand tu as un acte dans ton portfolio, c'est sympa. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ça, j'étais vraiment content. Et du coup, pendant longtemps, j'ai fait ça. Et en fait, là, ça va faire depuis, je pense, l'année 2020, où en fait, j'ai eu l'aide du CNC. Donc ça, c'est une aide, une bourse qui te permet de financer les tournages, en fait, tout simplement. Donc ça m'aide déjà à arrêter de mettre mon argent de ma poche, parce qu'en fait, pendant longtemps, c'était mes économies. Donc en fait, moi, disons, pendant de 2016 à 2020, j'ai eu la phase de travail et puis après, j'ai eu la phase économique. Et j'ai beaucoup joué là-dessus dans le sens où j'avais du mal au bout d'un moment, j'en avais marre de faire un truc à côté. Et je me suis dit, bon, je prends un peu un risque, mais je préfère, tu vois, jouer sur mes économies jusqu'à ce que j'en ai plus, tu vois. Et donc, j'ai Donc en fait ça, gros, 2019, ça, c'est à 2019 où tu joues sur les économies. ouais, pendant un an, je fais que ça. Et Tu as en foutu combien 2020, d'argent de côté? Du coup, tu vivais, tu t'as réduit un peu ton train de vie en te disant, allez, on y va, je tente ma chance pendant un an, il faut ouais, que ça marche, quoi. sachant que j'ai jamais eu un énorme train de vie, tu vois, j'ai jamais été un gros fêtard, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'enfant, donc en vrai, bah, tu vois, à part la bouffe et la plupart des sports que je fais, bah, ils demandent pas beaucoup de matériel, donc en fait, voilà, j'ai toujours pu, tu vois, faire avec le minimum. Et puis en fait, les mois aussi où je gagnais rien pendant un temps, bah, j'avais les APL pour m'aider pour le loyer, tu vois. Donc tout ça cumulé fait que bah, je m'en suis très souvent sorti en fait. Comme je disais, j'avais des parents moi, qui étaient cadres supérieurs, donc ils m'ont toujours soutenu et quand j'avais besoin, ils m'ont aidé. Donc ça a été la chance que moi j'ai eue, c'est d'avoir des parents en fait aisés qui m'ont permis de aussi développer mon projet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont obligés de travailler tout le temps en parallèle de leurs études, tout ça. Donc moi voilà, j'ai profité de cette situation pour aussi pouvoir développer ma chaîne. Et après, petit à petit, du coup, 2020, bah, j'ai commencé à avoir des revenus de YouTube. Après la vidéo d'apnée, en fait, ça a commencé à venir. Donc, j'ai eu la bourse du CNC. Ensuite, là, cette année, j'ai commencé à La bourse vendre. du CNC, c'est quoi? C'est 50K, c'est ça? Ah non, non. Attends, tu veux dire quoi? La demande ou l'argent? L'argent? Non, non, non. Moi, j'ai eu 5000. J'ai eu Ok, 5000. tu as eu 5K pour l'année. Ouais. Sachant que tu dois justifier d'avoir aussi 5K parce que le projet est à 10 000. Donc, en fait, tu demandes. Généralement, en fait, le CNC, ça fonctionne. Tu fais une demande. Oui, il Bah, faut que tu tu aies fais un peu 5K d'apport Ouais, extérieur en c'est ça. plus de leurs 5K. C'est ça. Donc, en soi, j'avais 10 000 pour l'année, tu vois. Et là, il me reste un peu moins de la moitié. Donc tout ça, ça me permet, moi, de m'en Ouais, sortir. donc 10K, ça fait 800 balles par mois, quoi. C'est pas non plus. Ouais, non, mais sachant que je ne les mets pas dans ma poche, hein, je les mets que pour faire des Ah tournages. oui, oui, oui. Donc voilà. Et après, toutes les revenus publicitaires, là, j'ai commencé à vendre aussi des petites formations sur certaines Revenu vidéos. publicitaire, ça correspond à quoi aujourd'hui? Tu fais combien de vues en moyenne par mois? Que les gens aient un peu une idée de ce qui se passe derrière les YouTube Money aussi. Bah, c'est assez aléatoire en fait, parce que tu vois, je peux avoir un mois où j'ai fait 1 million de vues, je sais plus quel mois c'était, il y a peut-être 2 mois, c'est le mois avec la falaise et le nu-pied, donc je fais à peu près 1 000 € du coup, et puis tu as un mois après, ça descend à 500, et puis là j'ai eu des vidéos qui n'ont pas fait de vues, et du coup je suis à 200, 300, tu vois, donc c'est assez variable. Donc c'est pour ça que là j'ai toujours en fait assez d'économies pour m'en sortir, hein, parce que c'est pour ça que je touche, enfin, que je m'en sors.
Et en fait, et là, le truc que j'ai rajouté, c'est du coup les petites formations. C'est-à-dire que je propose du contenu additionnel dans certaines vidéos qui m'apporte aussi un ajout. Mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai assez, avec tout ça cumulé pour produire mes vidéos et pour me nourrir, mais j'ai pas encore, tu vois, un truc fixe de 3 000, 4 000 par mois. J'ai pas du tout ça encore. Et le but, c'est que là, je suis en contact avec quelqu'un et on est en train de monter quelque chose. J'en parle pas encore parce que je vais faire des annonces, mais en gros, on est en train de trouver peut-être enfin ce que je vais pouvoir vraiment proposer, qui va peut-être enfin me permettre de vivre pleinement de ma chaîne, ce qui n'est pas encore le cas. Donc Et ça, aujourd'hui, grosso modo, cumuler tout ça, ça ouais. correspond à, ça fait quoi? Ça fait 2 1 500 € par mois, 2 000 grand max. Bah, je peux pas dire, vu que je puise dans mes économies aussi, j'ai pas vraiment ouais, de Ouais. trucs. Je pourrais pas te donner un chiffre parce que même moi, enfin, j'analyse pas forcément le chiffre. Mais disons que j'ai assez pour un loyer de 800 j'ai 400 € de bouffe peut-être, tu vois. J'ai peut-être Ouais. 1 800. Tu fais ton SMIC, quoi, Ouais, actuellement. voilà, c'est ça. Ce qui est que dalle par rapport au temps passé, au volume de vues générées, etc. Ouais, c'est ça. Bah, disons que si on était, tu vois, si j'étais payé vraiment au travail, donc aux vidéos produites et pas aux vues, oui, effectivement, il faudrait que j'ai beaucoup plus. Mais c'est aussi pour ça, quand je disais que je suis en train que je me renseigne sur le marketing, c'est que je suis en train de me dire que bah, j'ai quand même galéré pendant longtemps et ce serait bien que maintenant j'ai au moins un revenu, tu vois, un bon revenu. Et donc voilà, je suis en train de travailler sur un projet qui va peut-être me permettre d'avoir enfin trouvé qu'est-ce qui va vraiment être un Comment business model. monétiser tout simplement Ouais, tes compétences, comment ouais, monétiser c'est ton ça. audience. Donc c'est ça. Et ça, c'est un truc, c'est une démarche qui est dure à faire parce que moi, je pars plutôt d'un point de vue artistique parce que c'est vraiment Ouais, ça. J'aime créer, j'aime le cinéma. Donc c'est vrai que c'est pas naturel de me dire comment je transforme ça en argent. Donc c'est ça qui a été pour moi peut-être l'apprentissage le plus dur au final parce que c'est pas du tout naturel chez moi. Et, euh, et au final, voilà, c'est un long processus, mais là, je suis vraiment en train de me dire que je suis sur la bonne voie et que si le projet aboutit, bah, je t'es pense que proche. ouais, je suis pas loin, quoi. Et en même temps, je sais que ça va être progressif et voilà. Après, il y a aussi les placements de produits dont j'ai pas parlé, mais j'ai fait un placement de produit NordVPN. Par exemple, ça donne 1 800 € sur une vidéo. Donc ça, c'est cool. Mais t'en fais Très pas tous bien. les mois. Donc si j'en faisais tous les mois, j'aurais du coup 2 000 à peu près par mois. Mais c'est pas le cas, tu vois. Donc ça, c'est aussi un travail T'as que j'ai pas, dédié. je fais des démarches ou est-ce que tu as essayé de démarcher des marques pour choper des partenariats ou pas Justement, du en fait, tout? je le délègue parce que moi, j'ai pas le temps de le faire et que ça me saoule. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide en fait, à contacter. Donc là, je suis en contact avec Shield. On essaye de trouver, voilà, au moins une fois par mois, un placement de produit, tu vois. Mais c'est pas si simple Bah que ouais. ça. Parce que quand t'es pas Squeezie, en fait, tu as quand même les entreprises qui sont assez ah, mais vous n'avez pas fait autant de vues sur votre dernière vidéo, donc on va pas vous payer autant. Et en fait, ils disent, et en même temps, si tu dépasses, tu vois, si je fais une vidéo à 400 000 vues et qu'ils m'ont payé 1 500, bah, c'est pas top, quoi. Donc, il y a un côté où c'est un peu difficile aussi de trop capitaliser là-dessus. C'est pour ça, de Ouais. toute façon, il faut vraiment varier les sources de revenus par rapport à YouTube, quoi. Ok, super. Bah merci pour cette transparence. En tout cas, ça nous permet de bien comprendre. Donc, pour faire un petit récap, en gros, tu es à 1 € du CPM. Donc, tu Ouais. fais plus ou moins 1 € par 1 000 vues. Donc, ça va dépendre, hein. Beaucoup de YouTubeurs ont des CPM différents. Par exemple, c'est écœurant ce que je vais te dire, mais les revenus publicitaires de mon YouTube, pour à peu près 30 000 vues par mois, c'est 200 $. Donc, tu vois, c'est élevé. Moi, j'ai un CPM qui est très, très élevé, dû à la niche sur laquelle on travaille et dû à l'audience que l'on a. Donc, quand on a une audience beaucoup plus mainstream, beaucoup plus large, sur des domaines beaucoup plus divertissement, découverte, apprentissage, etc., comme peut l'avoir Guillaume, du coup, les CPM tournent en général autour de 1 €. Mais après, il y a des gens comme Squeezie, Cyprien, etc., qui ont d'autres CPM aussi, qui sont des contrats qui sont renégociés, etc., notamment par les grosses agences, maisons, etc. Ça, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que toi, tu n'as pas l'idée ou est-ce que tu t'es pas posé la question? Est-ce que tu n'as pas été contacté pour peut-être rejoindre un collectif, rejoindre une boîte de prod pour pouvoir t'aider, financer tes projets, tes idées? J'ai déjà été contacté par Studio 71 et par d'autres studios. Studio 71, c'est la régie de TF1, donc c'est plutôt un gros truc. Mais en fait, pour Ouais, l'instant, parce il y qu'en a. plus, ton truc, typiquement, ton concept est un concept qui passerait super bien à la télé. Ouais, mais bon, alors déjà, ce truc-là n'a pas abouti hein, parce qu'ils m'ont contacté et puis après, j'ai pas eu de nouvelles, donc je me suis dit peut-être que c'était pas intéressant finalement. Mais
ce truc-là de rejoindre forcément ça s'appelle un network, c'est quelqu'un qui va Mhm. t'aider à nicher les trucs. J'ai pas mal de gens qui m'en parlent et qui ont de l'expérience là-dedans et il y a peu de gens qui me disent que c'est des trucs qui leur a rapporté énormément et qui a été une source de Ils bonheur. étaient Au déjà contraire. gros peut-être quand ils sont rentrés dans le network et du coup ils en ont pas profité. Ouais, et puis c'est assez bridant en fait. Si tu es chez Webedia, par exemple, bah, ils ont un regard sur tout ce que tu fais. Il y a un côté où moi, j'essaie de rester quand même assez libre dans ce que je fais. Et pour moi, faire un placement de produit, ben, ok, c'est un truc ponctuel. Tu vois. Je suis sur une vidéo, ok, je vends quelque chose qui n'est pas créé, tu vois. Mais si je suis en bon accord, ça me va, tu vois. Mais le fait de rejoindre un network, bah, si on me repose la question, de toute façon, je serais un peu bah, je poserai quand même plein de questions sur quel pourcentage prennent, etc. Parce que j'ai pas non plus envie de me faire avoir. Mais pour moi, c'est pas forcément ça. Ça va pas être pour moi la solution à toi augmenter mes revenus. Pour moi, c'est vraiment trouver le business model pour moi en vendant mes propres trucs. Un peu à l'image de Eric Flag, qui est un YouTuber qui Ouais, s'en c'est sort. très bien d'ailleurs ce qu'il a fait vraiment, c'est cool, les produits sont carrés, il l'a bien fait. Tu vois quand même qu'il y avait ce truc d'entrepreneur un peu en lui plus que beaucoup d'autres, Ouais, où il a fait les écouteurs, le truc est clean, ok c'est un produit made in China, customisé, on l'améliore, on fait quelque chose de bien, les petites barres, le truc. Non, franchement il a fait un truc, il a fait ça bien en tout cas. ouais, Tu vois c'est un peu très bien. aussi, je pense, ses études, certainement, le côté marketing qui va Ouais, peut-être aider à propulser le truc. clairement. Clairement. Mais voilà, lui, c'est avec lui que je parle de ça aussi. Et c'est vrai que je cherche plus à faire un modèle dans ce sens-là, ou avoir ta propre, toi, identité et pas, lui, il fait pas de placement de produit pratiquement et il a pas un network et il s'en sort, je pense, mieux que certains youtubeurs. Donc moi, je cherche plutôt Bien à sûr. être dans ce truc-là où tu restes libre en créant quelque chose qui te ressemble et en trouvant vraiment un business model bah, cohérent et qui va pas, tu vois, déranger forcément tes abonnés. Alors justement, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur aujourd'hui? Parce que typiquement, toi, tu es dans le profil créatif, artistique, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça qui t'a inspiré la création, c'est ça qui t'a fait te lancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu t'en rends compte maintenant pour te développer, pour pérenniser, pour pouvoir nous donner suffisamment de portée, d'impact, de moyens à ce que tu veux faire. Bah, tu dois développer aussi, ou tu dois en tout cas développer une partie entrepreneuriat, plus business. Comment est-ce que tu t'es confronté à ça et raconte-nous un petit peu. Euh, sur l'aspect marketing, je veux dire, ou en général? Bah, sur l'aspect entrepreneuriat, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur, par exemple? Bah, pas tellement en fait. C'est peut-être ça qui Mhm. fait que je sais pas trop ce que je pourrais répondre, mais peut-être que oui, dans le sens où si on parle d'entreprendre, dans le sens bah, faire des choses, oui, tu vois, quand tu dois créer de tout de A à Z, apprendre le graphisme, apprendre à faire des miniatures, apprendre à contacter des gens, oui, c'est une forme d'entrepreneuriat, je pense, du coup. De toute façon, tu as une boîte là, il faut bien Ouais, facturer ces gens-là, il faut bien encaisser tes revenus, donc il te faut forcément ouais. une société. Oui, Donc oui, tu es c'est ça. entrepreneur, Oui, non? sur le point de vue, ouais, sur le point de vue, si tu veux, mon siret, il y a marqué auto-entrepreneur. Mais oui, oui. Mais tu te Mais après, considères pas comme tel. ouais, c'est pas l'image que j'ai de moi. Tu vois. C'est pas, je dis pas parce qu'il y a des gens qui disent oui, moi je suis entrepreneur. Bon, moi, je préfère dire que je suis vidéaste ou youtubeur ou voilà, je suis plus dans ce domaine-là, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu penses que cette casquette entrepreneur et justement de développer cette partie entrepreneur devient nécessaire et importante pour toi, dans ton business en tout cas? Bah, l'aspect entrepreneur, du coup, je pense que j'ai déjà, mais c'est plus l'aspect du coup marketing qui me manque. C'est plus ça que je dois développer et qui est effectivement essentiel et qui chez certains, tu vois, Eric Flag, je pense qu'il part plus avec ce côté marketing de base qui lui sert vraiment à tout de suite avoir une idée dès le début comment il va créer un business. Moi, je pars à l'inverse, en plus en mode artistique et je dois le développer, tu vois. Donc, Ouais. c'est essentiel et c'est pas facile, comme je te disais, parce que c'est pas naturel. Tu vois. Mais ouais, je pense que c'est pas un truc que tu dois forcément avoir tout de suite en tête, mais il faut que ça vienne rapidement. Et moi, ça a été un peu tard aussi. Et ouais, mais c'est essentiel quand je pense aujourd'hui, si tu veux vivre sur YouTube, oui, tu dois avoir une casquette en toi qui est que si vraiment tu veux en vivre, il faut que tu trouves un business model. Donc après, comment tu fais? Est-ce que tu te dis, bon, je fais que du Tipeee et je tourne sur des gens très généreux et j'arrive à motiver le Tipeee, tu vois, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Ou je me dis, tiens, je crée ma propre marque de vêtements. En fait, il faut quand même que tu te dises, qu'est-ce qui va me permettre d'être rentable, quoi.
Alors justement, je t'ai vu faire de l'affiliation pour Goodbye Comfort Zone, qui est une application du coup un peu justement sur ce concept un peu super-héros, transformer sa vie, donc clairement de développement personnel, de formation. Tu parlais il y a quelques minutes de créer tes propres formations. Tu nous parlais au début de créer une académie, voilà, beaucoup plus physique, en tout cas dans l'idée. Euh, Raconte-nous un peu, quelle est ton expérience du coup de ces tentatives de monétisation ou de ces collaborations? Et aujourd'hui, tu disais que c'était plus l'infoprenariat, la vente de formation qui t'intéressait? Dis-nous. Bah, l'affiliation, du coup, j'ai fait oui, Good Life Comfort Zone. C'était intéressant, ça rapportait pas mal. Mais en fait, le truc auquel je me confrontais, c'était j'ai du mal à vendre quelque chose que je n'ai pas fait, en fait. Quelque chose Mhm. que je ne suis pas à la base. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de le faire. Mais tu vois, il y avait un moment où je me disais, bon, ça me saoule d'en parler, tu vois. J'étais en mode, pourtant, j'aime bien le produit et j'ai beaucoup aimé la collaboration, tu vois. Mais il y avait quand même un moment où je m'essoufflais, en fait. Où je me disais, bon, j'en ai marre de Mhm. pouvoir répéter le truc, tu vois. Chose qui n'arrive pas quand je propose un truc que j'ai créé ponctuellement pour une vidéo, et que j'ai fait personnellement, que je sais exactement comment vendre, que je sais exactement à quoi ça sert. Et je trouve ça plus pertinent, en fait, dans ma façon de le mettre en avant. Donc, j'ai préfère ce format-là. Mais en même temps, ça veut dire du travail, tu vois, à chaque vidéo, de créer quelque chose en plus, c'est aussi du travail en plus qu'il y a déjà dans le montage et le tournage qui est déjà énorme. Si en plus tu te rajoutes de créer une formation à chaque fois, c'est compliqué. Et c'est Ah oui, pour ça que c'est un autre job, hein, la là, c'est pédagogie, un autre etc. Ça job. n'a rien à voir, quoi. C'est un autre job. Et c'est vrai que j'ai pas envie de sacrifier les vidéos au profit de faire une formation, tu vois, complète à chaque fois. Donc, je fais plutôt vraiment des mini trucs, tu vois, des mini astuces ou des mini guides. Mais en même temps, c'est pas avec ça que tu vas gagner forcément ta vie. Donc, c'est pour ça que là, je me dis plutôt, là, je suis sur un autre truc, comme je t'ai déjà dit, et que c'est plutôt sur ça que je vais maintenant me baser et on verra si ça marche. Mais ça pourrait être un tremplin justement pour l'académie, tu vois. D'accord, super. Et donc aujourd'hui, petite expérience infoprenariale, tu as vendu des infoproduits, donc plutôt des PDF, plutôt des vidéos, qu'est-ce que tu as essayé de vendre? J'ai eu PDF et j'ai eu vidéo, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. D'accord, ok. Expérience qui a marché, tu as réussi à générer des revenus, trop faibles, pas assez faibles, pas assez intéressant, au contraire très intéressant, des bonnes surprises. Comment ça s'est passé? Bah, alors, au début, j'étais dans le truc de base où tu fais juste pour les mails. Donc là, j'ai récupéré quand même plus de 4000 mails. Donc, c'est quand même, ça a plutôt bien marché là-dessus, on va dire. Mhm. Parce qu'avec 4000 personnes, si tu arrives à bien convertir, c'est quand même intéressant. Euh, Complètement. et après, j'ai pas fait des revenus assez intéressants pour que ça me motive non plus à me dire, OK, c'est un bon filon. Mais j'ai fait quelques revenus par mois, tu vois, 500 euros par là, quand j'arrivais, c'était quand même plutôt intéressant. Donc, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Tu vois, ça marchait, ça marchait pas. Donc, c'était trop variable, ça me prenait trop de temps, et c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment la bonne idée, quoi? Ok. Et alors, exclu, tu vas t'orienter plus quoi, vers la formation, vers la création de produits, produits physiques. C'est quoi Bah ton alors, idée? sans trop spoiler, ce sera du réel. Donc, je vais créer, enfin, ça sera quelque chose de Ok. réel, de palpable. Ce sera pas un truc en ligne, ce sera du réel. Un lieu, un endroit, un rassemblement? On ne sait pas, on verra, on découvrira tout ça. On Du verra. côté de Paris, région parisienne? Oui, je pense que je vais faire ça de base déjà proche de chez moi et puis après on verra. Mais en tout cas, Bon, ouais, eh je me dis ben, que stratégiquement, c'était peut-être la bonne idée de faire un truc physique, on va dire réel. Et voilà, voilà, bon, j'en dis pas plus, mais en gros, voilà, les gens pourront peut-être enfin réaliser peut-être leurs rêves par rapport à pourquoi ils regardent ma chaîne, quoi. des masterclass physiques, par exemple, avec le grand maître Guillaume, avec d'autres grands maîtres peut-être en invité. En tout On cas, on verra. va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Mais effectivement, la monétisation, surtout quand tu as un artiste, quand toi, c'est la créa à la base qui t'anime, je sais que c'est compliqué à vivre, compliqué à vendre, parfois même frustrant pour beaucoup de créatifs. Donc, félicitations à toi pour te confronter à tout ça et puis pour essayer des choses. Et alors, t'es pas obligé, je pense, d'un point de vue identitaire, de te considérer comme un entrepreneur. Par contre, tu l'es 100%. Et juste peut-être faire cette relation avec l'argent ou cette relation avec les projets. Et puis derrière, bon, tout ça n'est qu'un jeu vidéo, hein, donc dans tous les cas, si tu fais des trucs cool, les gens, ils achètent, ils passent au niveau suivant et puis next, quoi, tu vois. Mais grave, il y a plein de trucs, à mon avis, à développer. Et puis,
c'est ce que je me dis toujours, des projets qui sont cool et qui partagent la lumière, tu vois. Tu peux reprendre ton image au début du gamin lumineux que tu étais. Pour partager cette lumière, pour avoir de la portée, plus de portée, il faut des moyens. On est dans un monde qui fonctionne comme ça. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir le plus de moyens possible en faisant du win-win-win-win où tout le monde est content. Et puis, d'ailleurs, on le pousse à mort, quoi. Si tu as le meilleur produit du monde, il faut en faire le plus de publicité possible. C'est pas toujours. Il y a un peu de paradoxe parfois, il y a un peu de confrontation. Oui, sur les grandes questions que tu te posais, les grandes peurs ou les appréhensions par rapport à la vente, quels étaient tes challenges, toi, en tant qu'artiste, en tant que créateur, pour te mettre à vendre un truc? Par exemple, pourquoi est-ce que tu n'es pas sans âme et est-ce que tu ne sais, tu vois, t'étais pas là en train de vendre des trucs pourris, que tu t'en fous, par exemple. Pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de faire ça? Et pourquoi est-ce que ça a été quel était le challenge pour toi sur la vente? Bah, le challenge, c'est réussir déjà à créer un produit intéressant alors que tu n'as pas beaucoup de temps. Ça, c'est le Mhm. premier challenge. Le deuxième, c'est trouver le bon prix. Est-ce qu'il y a un bon prix? Est-ce qu'il y a un mauvais prix? Tu vois, on dit toujours, faut pas se sous-vendre. En même temps, si tu mets un truc cher, tu as toujours des commentaires négatifs. Ça, il y en a même si tu mets un truc pas cher. Donc, il y a la question du Complètement. prix. Il y a les questions, est-ce que vraiment ça a un intérêt? Donc ça, tu as beaucoup de trucs dans le marketing qui sont, tu vois, faire des préventes ou faire des sondages avant, des trucs que j'avais un peu la flemme de faire. Du Mhm. coup, il y a ces questions-là, tu vois. Donc ça fait quand même beaucoup de questions pour un truc qui, voilà, comme c'est pas naturel, tu te dis, putain, j'ai aucune idée de comment faire, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, teste en fait. Tu fais même ce que tu as fait pour tes Mhm. vidéos. Donc, tu lances un truc, tu vois les réactions, est-ce que ça vend, est-ce que ça vend pas, du coup tu améliores, etc. Donc après c'est le même processus, donc c'est un truc de, tu ne poses pas trop de questions au début, juste lance-le et puis voilà, tu verras bien. Et voilà quoi. Donc là j'en ai fait peut-être 5 6. Et en vrai, après, le truc, c'est que juste, je me suis dit, j'ai pas le temps vraiment de m'y mettre à fond. Et c'est là que j'ai été contacté par quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais tiens, ça serait mieux qu'on fasse ça qu'on ait fait ça. Et là, je me dis, effectivement, donc, j'ai pas fait ça pendant un an, tu vois, j'ai fait ça quelques mois. J'ai vu ce qui se passait. Et après, ça serait pas inintéressant, par contre, d'avoir une formation vraiment poussée, tu vois, plus chère, sur apprendre à apprendre. Parce que du coup, c'est plus ça qui est ma caractéristique propre, tu vois. Les challenges, tu disais que tu as essayé pendant quelques mois et Ouais, puis ouais, du coup, ouais, je me suis. Oui, voilà, ce que je disais, c'est que je suis pas apprendre à spécialiste. apprendre. Et Je ça, suis pas, ouais, effectivement, c'est une évidence. voilà, je suis pas spécialiste dans les domaines à chaque fois, donc c'est peut-être bizarre de faire une formation sur. Enfin, bizarre, non, mais c'est peut-être moins un vendeur que si je fais un truc sur vraiment quelle est ma compétence. Et finalement, c'est peut-être d'apprendre. Et si je fais ça bien, tu vois, si je fais vraiment une stratégie à côté marketing avec la personne qui va m'aider, là, ça va peut-être être plus logique et plus vendeur, quoi. Donc c'est aussi Tu as ça. été approché par une édition Ouais, là, je suis en contact pour avec des écrire un éditeurs. bouquin? Ouais, en ce Super. moment. Eh ben, fonce parce que ça, c'est pareil. Alors, ce sera pas, tu vas pas gagner des milliers des cents avec ça, mais déjà, ça va Non. développer ta notoriété, ta visibilité. Je trouve Ouais, ça cool et je trouve que ce que tu fais s'y apprête parfaitement, quoi. Bon, faut trouver le temps d'écrire le bouquin maintenant. ouais. Mais ça serait top. Tu sais que moi, j'avais une espèce de rêve qui était de faire tous les métiers du monde pendant un mois. Ouais, Et ouais. tu sais, tu fais un mois, tu deviens infirmier. Alors, compliqué de devenir chirurgien de ouf, tu vois, pendant un mois, mais d'apprendre tous les métiers du monde comme ça, d'en faire du contenu. Bon, l'avenir en a fait autre chose. Je découvre pas mal de choses grâce à mes invités, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai dans la tête et finalement, c'est un peu ce que tu réalises. Alors, pas à travers les métiers, mais plutôt à travers les compétences, à travers les challenges et les défis. Et ça fera je pense, un super bouquin ou un super contenu parce que il faut quand même, et on va se l'avouer, il faut avoir un état d'esprit, il faut avoir une vision un peu particulière pour dépasser autant d'énergie, autant de passion pour faire ça. J'espère que tu es conscient aujourd'hui que tu as quand même une singularité qui est forte. Oui. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, c'est pas, tu vois, comme c'est un truc interne, c'est pas non plus. Tu vois, je le vois pas. C'est bien que Bah tu oui, me le c'est dises. pour toi, c'est normal, c'est ton fonctionnement normal, Oui, toi. c'est ça. Hmm. Mais sur le truc des métiers, c'était un truc que je pense faire aussi parce que j'avais dans ma liste, genre, j'avais envie de tester pendant un mois être éboueur, tu vois. C'est un truc un peu, peut-être, qui te paraît bizarre, mais je suis curieux, en fait, de vraiment plein de situations de vie parce que quand tu te confrontes aussi à ça, tu vois comment vivent les gens.
Et du coup, tu es un peu moins bête parce que des fois, tu as des réflexions sur les métiers des gens ou sur les Complètement. personnes. Et plus tu te confrontes à différents métiers, et plus tu te rends compte qu'en fait, bah, même dans des métiers qui, toi, te paraissent horribles, bah, certaines personnes y trouvent un plaisir, y trouvent un épanouissement. Alors, je pense que même peut-être dans le métier de éboueur, il y a des gens qui sont très contents. Tu vois, on n'imagine pas. Peut-être qu'ils aiment travailler la nuit parce qu'ils détestent, je sais pas, le jour. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est pour dire que Complètement. dans chaque métier, pour moi, il y a une richesse. Et ça serait peut-être un format que je ferais peut-être dans 5 ans. Peut-être que j'aurais fini d'apprendre tout ce que je voulais apprendre. Ou même peut-être, je sais pas, si j'ai l'occasion, on me dit, tu veux pas tester pompier. Toi, des trucs, je pense que je commencerais limite comme des trucs un peu comme ça, un peu physiques, où je peux un peu mettre en avant mes compétences physiques Bah aussi, pour tu le vois. coup, ouais, tu dois être un petit peu jaloux, alors entre guillemets jaloux de notre ami Thibaut InShape qui a fait les forces spéciales. J'ai vu que tu faisais les entraînements et tout. Ça a été des trucs, ça serait parfait pour toi de faire Ouais, challenge devient force spéciale, challenge devient gendarme, challenge devient machin. les forces spéciales, là, je fais un stage en fin d'année, donc je vais faire une Ouais, vidéo comme ça. Et j'ai vu ta préparation en tout ouais, cas. c'est ça. Et après, par rapport à j'ai jamais trop été jaloux de Thibaut InShape parce que je trouve que Ouais, c'était faut parler. différent. Ouais, non, mais je pourrais, hein. J'ai été jaloux d'autres youtubeurs, mais je veux dire, Thibaut InShape, pour moi, c'était vraiment. Déjà, il était trop loin, donc ça servait à rien de jalouter. Et puis, en fait, moi, la différence, c'est que lui, c'est vraiment un divertissement pur. Et il n'y a pas Hmm. forcément cette notion d'apprentissage, tu vois. Il vient tester le tir à l'arc, Ah, il se ça prend une c'est feuille sûr. dans le ventre, il fait deux, trois trucs rigolos, et c'est fini. Alors, c'est très divertissant, mais c'est juste que pour moi, c'est pas le même apport. J'aurais pas un plaisir à faire que des tests, tu vois. Enfin, c'est pas, je serais frustré, en fait. Tu vois, si je dois Ouais, faire juste des heures de c'est pas tir. ton appétence en tout cas, c'est clair. Ouais. Parce que du coup, c'est pas la Hmm. même passion, tu vois. Je pense que lui, c'est plus stratégie de diversifier. Euh, Le en fait, trafic, aller à tout le monde. le Tu vois, les gens qui aiment le divertissement. karaté, ils vont voir le karaté, sa vidéo, ils vont dire cool. Moi, c'est plutôt parce que je suis passionné d'apprentissage que je veux faire ces vidéos-là. Ah, toi, c'est plutôt je me fais latter par la meuf du karaté. Par contre, à la fin, il faut que je me fasse moins latter qu'au Ouais, début, quoi. C'est un c'est peu le ça, ouais. concept. C'est ça. Bon, raconte-nous un peu l'intimité que tu ne veux pas partager. Tu disais tout à l'heure, du coup, tu as une copine aujourd'hui. Comment ça se passe, du coup, le quotidien? Tu disais, bon, bah, que tu as vécu, que tu as survécu un peu avec les jeunes à droite à gauche, machin. Est-ce que ça a été dur émotionnellement en termes d'identité de personnage ou est-ce que toi, comme tu le disais au début, tu as l'impression d'être un succès parce que bah, tu fais ce que tu as envie de faire? Raconte-nous un peu plus la vie privée de Guillaume, du coup, maintenant. Bah, est-ce que faire de YouTube a été dur? C'est ça ta question? Bah, est-ce que c'est émotionnellement l'état d'esprit avec lequel finalement tu vis tout ça, les hauts, les bas, bah, en gros, est-ce que tu es heureux au quotidien? Comment est-ce que tu vis hors de la caméra, quoi? Ouais. Bah, moi, je sais que vraiment, il y a eu la prise de conscience de me dire j'ai réussi parce que effectivement, j'arrive à apprendre et ça m'épanouit. Et, finalement, j'ai touché au cœur le sens de ma vie et le sens que je voulais donner, tu vois. Donc ça m'a permis d'être heureux, d'éprouver de la gratitude, tu vois, et de me contenter en fait que de ça. En fait, si je pouvais faire que ça, c'est bon. Donc c'est le cas. Donc tu vois, c'est déjà cool. Et comme ça me rend heureux, j'ai pas ce truc-là d'être dépendant de plaisir matériel, où je suis pas dans le truc de me dire il faut que j'enchaîne des conquêtes. Enfin, j'ai un truc où j'ai trouvé mon bonheur en fait. Donc tout le reste c'est du bonus, mais voilà, tu vois, j'ai pas j'ai rien qui me manque en fait. Tu vois, même si je gagnais tu vois, 3 fois plus, bah là je suis déjà heureux comme ça. Donc en fait, si je gagne 3 fois plus, ça va juste me permettre de faire des meilleures vidéos, tu vois. Et ça va pas changer mon Hmm. état d'esprit ou même si j'ai tu vois 500 000 abonnés demain, je crois pas que ça va me changer, tu vois. Parce que là, même avec 130 000, c'est déjà beaucoup, tu vois. Ça m'arrive rarement, mais de temps en temps qu'on me reconnaisse. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose. C'est pas, moi, je fais pas ça pour la reconnaissance au final, tu vois. C'est pas la grosseur de ma chaîne qui fera que je serai heureux. C'est si je continue à rester dans ma vision, si j'arrive à atteindre mes objectifs et si je continue à prendre du plaisir dans chaque vidéo, tu vois. Et c'est ça qui Et parfois d'où te peut être vient dur. cette sagesse, mon Guillaume? Comment est-ce qu'on fait pour être détaché comme ça? Je sais pas. T'en es conscient ou pas quand même que bah, 80% des gens sont dans cette putain de roue et sont d'une espèce d'ascension qui n'a pas de fin et se rendent même pas compte et, et, et que toi, tu es hors du temps par rapport à ça et tu es dans le bonheur au quotidien. Enfin, c'est différent en tout cas quand même, on est d'accord? Bon, après, le bonheur au quotidien, faut pas exagérer, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Il y a des fois où je suis pas heureux. Enfin, alors, pas heureux. Je peux avoir une mauvaise journée, mais globalement, je reste heureux, on va dire. Mais, Mhm. je sais pas. Après, moi, je dirais que c'est juste que très tôt, dès 18 ans, même avant, tu vois, j'étais dans cette question-là.
de par mes lectures, je pense, ou je sais pas, peut-être la philosophie qu'avaient pu transmettre mes parents, qui sont quand même Mhm. des gens quand même plutôt intelligents, quand même. Ils sont éduqués, ils lisent beaucoup. Donc j'ai quand même, ils ont de manière assez, je sais pas si c'est rare ou pas, mais tu sais, ils m'ont toujours dit, bah, on te soutiendra dans tes projets, on veut que tu sois heureux. Donc ils ont toujours ce truc-là, il faut que tu gagnes de l'argent quand même, parce que c'est des parents, donc ils veulent que tu t'en sortes, ils veulent pas que tu sois à la rue, donc ça c'est normal. Mais ils ont quand même Ouais. eu toujours un discours où, assez positif, assez voilà, autour du bonheur. Et c'est vrai que moi, la question que je me suis posée avant de me dire combien je veux gagner par mois, c'était comment je fais pour être heureux, tu vois. Et C'est ce que j'ai dit. la chaîne a été la réponse, tu vois. Parce que j'aurais pas été heureux en tant que journaliste, j'aurais pas été heureux en étant comédien, en faisant des castings, en attendant qu'on me reconnaisse, et en attendant, je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. Et en fait, être heureux, c'était accéder à la liberté de faire ce que je veux, faire des vidéos, faire les apprentissages que je veux. Et une fois que j'ai accédé à ça, bah après, tout le reste, tu vois, c'était cool, tu vois. C'est du bonus. Mais ouais, je pense que c'est l'ouverture que j'ai eue de base de me dire comment je vais être heureux. Et je l'ai posé très tôt. J'ai pas attendu d'avoir 40 ans et d'avoir eu un métier avant. Tu vois. Et c'est un peu un risque parce que tu refuses du métier, tu refuses un job payé, tu refuses une position. Moi, j'aurais pu très bien me dire je fais à fond le Figaro, je suis prolongé mon stage, il me faut un stage de 6 mois, ensuite j'attends un an, je suis CDD et ça y est, tu vois. J'aurais pu le faire, ça aurait été possible, tu vois. Mais je me suis dit, non, non, mais je vais pas être heureux. Et en fait, à chaque fois, et c'est aussi pour ça que j'ai fait plein de choses, c'est qu'il y avait toujours un moment où je me disais, ah non, je vais pas être heureux si je fais ça, ou je vais être malheureux. Et en fait, c'est un peu la question que je pense que les gens peut-être se posent pas, ou se la posent, mais se disent, ouais, mais non, mais attends, moi j'ai besoin de mon salaire, en fait. Si j'ai pas mon salaire, ça va être la merde. Tu vois. Ta boussole, ça a été le fait d'être heureux, en fait. Ouais, c'est le truc qu'on entend un peu cliché, tu vois, dans le développement personnel. On dit il faut, tu vois, mettre le bonheur au centre de tout. Et c'est vrai, en fait. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si vraiment tu te poses la question qu'est-ce qui va me rendre heureux, normalement, tu vas faire des choix un peu mieux, quoi. Que, tu vois, est-ce que je veux une voiture? Est-ce que je veux beaucoup d'argent, même si c'est pas mal de les avoir, tu vois, mais il faut pas que ça soit le fondement de ton bonheur, ça c'est sûr. Alors justement, le développement personnel, t'en parlais tout à l'heure, ça arrivait un peu chez toi quand tu t'es senti un peu mal dans tes pompes en arrivant au lycée, université, etc. Comment est-ce que comment on fait justement pour pas être trop ouin-ouin, un peu cliché justement, et faire ça correctement? Donc je te disais, le développement personnel était arrivé dans ta vie au niveau du lycée quand tu as eu ce shift justement et que Oui. tu t'es senti mal dans tes pompes, que tu n'avais plus vraiment ta place, etc. Euh, le développement personnel, comment est-ce que tu as vécu ça? Quelle est ta définition aujourd'hui du développement personnel? Et comment on fait justement pour pas être trop cliché, ouin-ouin, développement personnel, tu vois, un peu trop Bisounours. caricatural presque, tu vois. Ouais. Euh, alors, comment je définis ça? Pour moi, c'est alors mettre forcément l'étiquette développement personnel, tu vois, c'est une étiquette qui est pas forcément utile parce que tu peux trouver de l'aide dans un livre qui n'a rien à voir avec du développement personnel, tu vois. Tu peux trouver de Complètement. l'aide dans l'alchimiste, qui est pas forcément du développement personnel, hein, c'est plutôt une histoire, tu vois, qui va t'inspirer. Tu peux le trouver dans des films. Donc, je dirais plus que en général, moi, ce qui m'a aidé, c'est de trouver des réponses à des questions. Donc, c'était des questions comment être plus confiant, comment s'affirmer, etc. Et ces questions-là, elles peuvent être dans plein de domaines. Et du coup, voilà, c'est un outil en fait que tu dois utiliser sans le copier ou tu vois, l'internaliser de manière bête et méchante, tu vois. Parce que dans un livre, en fait, tu as des choses qui sont pertinentes et d'autres pas du tout et qui ne Mhm. s'appliquent pas à toi, qui ne s'appliquent pas à ta région, parce que souvent c'est des livres écrits en anglais, tu vois, enfin par des Américains. Donc il y a des trucs, tu te dis non, ça se passe pas comme ça en France, tu vois. Donc, ouais, faut avoir du recul en fait sur l'information. Donc ça, c'est le travail qu'on dit qu'on fait en journalisme. C'est que bah tu prends une info, mais tu la recraches pas tout de suite. Tu essayes de faire un travail d'analyse, de trouver d'autres sources. Donc moi, c'est juste que disons que j'ai lu tous les livres, beaucoup de livres très très connus dans le milieu du développement personnel, tu vois. Mais j'ai pris que certains aspects et j'ai pris des aspects d'autres trucs. J'ai fait mon mélange, je l'ai internalisé. Et après, bah, ça ressort avec mes mots et avec ma personnalité, tu vois. Même si je dis des trucs comme mettre le bonheur, tu vois, au centre de tout, c'est une phrase qu'on pourrait lire dans un livre, tu vois. Mais au final, bah, je la dis parce que je trouve qu'elle est vraie et qu'elle peut être, Ouais, c'est ce que tu vis, quoi. elle est concrète, quoi. Elle est pas juste, c'est pas juste un mot balancé comme ça à des gens, tu vois. Et surtout parce que le problème avec ça, c'est que
les gens ils vont se dire, ah ouais, mais concrètement, je fais comment, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à rester concret et réaliste quand même avec ces livres-là et tout ça. Ah, super, parfait. Et justement, du coup, qu'est-ce que tu dis aux gens ou peut-être que tu le dis pas parce que tu n'as pas l'occasion de le faire, mais les gens qui disent ouais, le développement personnel, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, c'est de la connerie, ça n'existe pas. Si on pouvait transformer sa vie, voyons, ça se serait. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, comme tu dis, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre ça ou Je qu'on me me doute. dise que ça sert à rien, mais bah, je sais pas trop. Ouais, comme je disais, c'est un outil en fait, donc c'est pas un Hmm. truc révolutionnaire, c'est pas genre un bouton magique. Et les gens qui vont dire ça, je pense, c'est parce que bon, soit ils ont peur de faire le changement, soit ils l'ont pas, enfin ils y croient pas parce que peut-être ils ont eu des mauvais échos, mais je sais Hmm. pas, je sais pas. Moi, c'est tellement un truc logique de progresser tout le temps, tu vois, que bah, en fait, le développement personnel, c'est comme n'importe quel domaine. C'est un truc que bah, tu utilises mal, oui, effectivement, ça peut être nul, tu vois, ou un peu inutile, mais si tu l'utilises bien et que tu l'adaptes à toi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, moi, voilà. T'as creusé un peu. Alors j'imagine que c'était quand tu étais community management pour cet organisme qui faisait des formations PNL, mais du coup tu as ta formation de base, j'imagine, tu as fait praticien, c'est ça? Ouais, j'ai fait juste la première step, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce qu'il y a eu retour d'expérience sur ça? Bah, en vrai, je vais être transparent, c'est pas un truc qui a changé ma vie et c'est pas, et j'ai pas été passionné pour le coup. Je l'ai fait parce que j'avais beaucoup entendu justement que c'était un truc un peu révolutionnaire, qu'une fois que tu maîtrisais la PNL, tu pouvais tout accomplir. C'est un peu les trucs que j'avais entendus et en fait, en le pratiquant, bah, je me suis pas passionné et je me suis dit ouais, mais moi, je préfère mes trucs de super-héros où je vais apprendre des trucs, tu vois. Donc j'ai retenu certaines choses. Le truc que je redis le plus souvent, c'est le feedback, c'est le seul truc que je pense que je retiens, c'est comment faire des feedbacks, qui est dans le premier module, voilà. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très très utile pour le coup. Tu vois, ça c'est, je m'en sers tout le temps. Si tu dois faire un feedback, bah t'as les étapes de faire déjà tu listes toi quelques points qui ont été positifs. Ensuite, tu proposes des pistes d'amélioration et tu dis pas des critiques. Et tu demandes si la personne veut les entendre aussi, tu vois. Tu l'imposes pas. Et donc ça, Mhm. vraiment, ce schéma-là de feedback est très très utile et très cool et il devrait être mis en place par tout le monde dès que tu dois faire un feedback. Enseigné à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est le seul truc que je me rappelle parce que ça date déjà et les autres Moi, tu as choses, un peu de visualisation quand même. Alors, ouais, personnellement, j'ai jamais fait le cursus classique, hein. Donc, j'ai aucune idée de exactement ce que tu as appris. Mais en gros, tout ce que j'étudie est toujours plus ou moins autour de ces trucs-là. Mais dans tous les cas, toute cette idée de vision, de projection, etc., c'est quelque chose avec lequel tu joues beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu tellement naturel finalement chez toi aussi que peut-être que la forme ou le fond était pas, t'as pas choqué ou t'as pas ouais. interpellé particulièrement, tu vois. Oui, c'est ça. Après, le truc de visualisation, oui, effectivement, il y en a beaucoup pour faire changer des habitudes, des trucs comme ça. En fait, je trouvais ça très puissant comme outil, mais comme j'étais pas passionné, je me dis que j'aurais pas pu, tu vois, aller au bout. Mais c'est vrai que quand je l'avais touché du doigt et que j'avais vu pas faire changer, enfin faire arrêter quelqu'un de fumer ou des trucs comme ça, je trouvais ça super puissant. Mais c'est Quand vrai tu que as j'ai fait pas réussi à l'hypnose, par aller. exemple, quand tu as Hein. découvert l'hypnose, quand tu t'es mis à étudier l'hypnose pour ta vidéo. Bah là, c'était l'hypnose plutôt de spectacle, c'était différent, mais dans le cadre du PNL, j'avais quand même été confronté à l'hypnose thérapeutique et à ce qu'ils enseignaient. Et j'avais Ah oui, aussi ça c'est. des amis qui en faisaient, donc je sais ce que c'était. Et oui, je trouve ça un outil qui est assez puissant, c'est clair, et qui est très intéressant. Mais c'est juste que moi, j'avais pas d'attrait ou je me disais pas, tiens, je vais faire ça tous les jours. Super-héros dans la vraie vie, est-ce que c'est possible du coup, Guillaume de Super Echo, qu'est-ce que tu en penses? Bah, non. Enfin, ça dépend comment tu entend le mot super-héros. C'est comme on l'entend dans les films, non, c'est pas vraiment possible parce que bah il y a la police, parce que il y a des organismes pour voilà faire la sécurité, etc. Les pompiers qui vont sauver les gens. Donc il y a des vrais métiers. On peut dire que les pompiers sont des vrais super-héros, tu vois. Mais après, si tu entends ça dans le sens un peu abstrait, oui, tu peux être un super-héros si tu arrives je sais pas, à accomplir tous tes projets, si, je sais pas, tu arrives à être à la fois en bonne santé, à être heureux, à aider les autres, à partager. Et c'est un ensemble de choses. C'est un peu je sais pas, enfin, ouais, un objectif de vie de te dire, bah, j'ai un peu coché les cases importantes
Et j'en suis content et tu vois, je suis bien dans ma peau. C'est un peu ça après être un super-héros. Parce que si on prend l'image qui est transmise quand même du coup ouais, dans les films, c'est ce truc-là très positif, euh, ouais, pas forcément de la réussite, mais plus ouais, des gens qui ont accompli leur potentiel en fait, tu vois, qui ont été au-delà qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont appris plein de choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de super-héros qui doivent apprendre beaucoup, tu vois. Genre Batman, il a appris beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il y en a d'autres comme ça, et c'est ça que j'aime bien aussi dans les super-héros un peu réalistes, c'est que bah, ils se démerdent, enfin voilà, ils se bougent pour progresser. Et du coup, si tu arrives à mettre ça dans ta vie, c'est cool, tu vois. Tu vois, un mec juste qui se dit, tiens, je veux prendre 10 kilos de muscle, être musclé et juste être trop fier de moi, bah, c'était un peu un super-héros parce que c'est quand même pas facile de faire la muscu pendant, tu vois, des années et d'être persistant. Ah, ça Donc, part en connaissance de cause. Tu disais que tu avais du mal à prendre beaucoup de poids, c'est ça? bah maintenant, non. Ah, bah là, ça va mieux. Maintenant, c'est depuis que là, j'arrête pas d'en prendre. Là, je sais pas ce qui se passe. Ah, mais ça, c'est parce que tu as une copine. Elle fait à manger et ouais, ça change tout. Laisse tomber. Même pas, même pas. C'est moi qui fais à manger. Mais non, non, après, c'est juste parce que là, j'ai enfin un coach et que je mange enfin assez. Parce que des fois, tu penses que tu prends Ouais, pas assez de poids, mais c'est juste que tu calcules pas et que t'as pas assez de calories, quoi. Ouais. Donc là, maintenant, j'ai enfin compris comment prendre du poids et de la masse musculaire. Donc, je suis content. Bon, mais bah, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir partagé ton lifestyle de super-héros, ta philosophie. Ça me fait de Super découverte, en tout cas. Franchement, beaucoup de lumière. Je te perdre confirme beaucoup. que tu es ce gamin lumineux comme tu pouvais l'être plus tôt. Très beau message, comme tu le disais, quand tu réfléchis à une vidéo, tu penses au message que tu vas laisser. Et je trouve que ton message est très impactant, en tout cas très inspirant. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous suivent et qui se disent que peut-être c'est trop tard, que ça n'existe pas et qui peut-être pour eux aussi avaient ce fort attrait avec les super-héros et qui ont envie de créer quelque chose de différent dans leur vie. Et tu nous montres la voie. Donc, merci pour ça. Et puis, on mettra dans tous les cas tous les liens pour aller découvrir le travail de Guillaume, peut-être également le nouveau projet qu'il lancera bientôt et puis d'aller suivre tout ça. On te souhaite beaucoup de réussite, de garder en tout cas ce bonheur au quotidien, de garder ce côté d'être heureux et puis de réaliser un maximum, d'impacter un maximum de gens avec ton travail. Merci Guillaume d'être passé nous voir. Bah, merci à toi, Enzo. Et puis, plein de super questions auxquelles j'avais encore jamais répondu. Donc, c'est toujours intéressant. Et même l'aspect interview, c'est un domaine que où j'essaye de progresser, en fait, parce que c'est pas si inné de parler de soi. Donc, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'accepte aussi beaucoup les interviews, parce que je me dis, ça me forme et ça m'apprend à savoir comment, jusqu'où transmettre mon message et parler de moi. Et tu vois, c'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que toi, tu as des questions, tu te dis, bah, ça, j'ai jamais pensé, quoi. Donc, c'était intéressant. Il est bizarre, lui. Tu dis, lui, il est bizarre. Pourquoi il me pose ces questions? Eh ben, c'est privé, mais voyons, vous êtes fou, monsieur. Mais non, tu vois, c'est intéressant d'avoir des questions où justement j'y ai pas pensé et apprendre à formuler ça, c'est intéressant. C'est cool. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir partager. On suit tes aventures et puis on se dit ben, à très bientôt. Yes, à bientôt. Ciao Guillaume. Bye Salut. bye. Ciao tout le monde. Merci à lui d'avoir partagé avec nous autant de transparence et d'accomplissement. C'est un vrai plaisir de rencontrer des gens qui se développent, qui nous poussent au développement et qui le font dans la bienveillance. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je vous invite à aller retrouver bien évidemment son travail, de suivre ce qu'il fait. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt en espérant qu'il ait créé des projets géniaux que l'on va pouvoir suivre. Les amis, formation gratuite juste en dessous. Réveillez le leader qui est en vous pour impacter votre vie. C'est une formation gratuite que je viens de sortir qui est vraiment géniale. Allez la voir, elle va bouleverser votre vie. C'est juste en dessous et on se donne rendez-vous dans une prochaine entrevue. À bientôt.